Donc, on est aujourd'hui présent pour parler forcément de journalisme sportif. Alors, il y a eu pas mal de changements, ben, forcément, avec les événements, le Covid, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé à ce niveau-là. On parle beaucoup de droits télé, du coup, qui influe beaucoup la vie du journaliste sportif. C'est une situation qui peut être bonne, qui peut être mauvaise. On va voir un peu vos différents parcours, parce que vous avez deux parcours qui sont quand même assez opposés à ce niveau-là. Mais la question que je voulais poser en premier, c'était pourquoi vous avez fait journaliste sportif? C'était qu'est-ce qui vous a drivé pour faire ça? Pourquoi vous avez commencé ces études de journaliste sportif? Alors je sais pas trop comment on va partir, mais enfin on va peut-être commencer avec François, comme ça. On inverse. Ouais, c'est Euh, ça. de ce que je sais de Patrick, mais c'est plus ou moins équivalent. C'est le rêve de gosse déjà au départ. Hein, c'est vraiment le côté, voilà, moi j'ai voulu faire ça, je crois qu'à 10-11 ans, j'avais décidé que je voulais faire ça. Et puis bah, les études secondaires ne changeaient pas grand-chose. Et puis les études sup. Et puis à un moment, tu y arrives, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et donc, je crois que tu es très rapidement très conscient de la chance que tu as eue de vivre ça. Et voilà, j'ai eu la chance de faire ça 10 ans, c'était très chouette. Et puis voilà, une autre page s'est tournée, mais rêve de gosse tout simplement. Ok. Ouais, bah, ça ne va pas être très original là-dessus. C'est rêve de gosse, je crois que c'est le cas allez, dans quoi 85-90% des journalistes. Après, des journalistes sportifs, bien sûr. Il y en a peut-être d'autres qui ça tombe plus par opportunité ou par voilà, parce qu'on vient les chercher, parce que ce sont des mecs spécialisés en foot dans un autre domaine du foot à un moment, mais qu'on trouve qu'ils parlent bien, etc. Donc on vient les chercher. C'est de moins en moins le cas, je pense maintenant. C'était plus le cas il y a 15-20 ans encore. Donc voilà, pareil, moi, voilà, je fabriquais des faux magazines sportifs quand j'avais 8-9 ans. Je lisais les journaux, je refaisais des commentaires de matchs, je coupais le son des jeux vidéo pour pouvoir commenter moi-même. Donc voilà, j'ai eu un petit doute au moment, ouais, pendant les études, où je me suis dit, bon, ça va quand même être un peu compliqué d'intégrer ce milieu-là. Et puis, bah, j'ai quand même tenté ma chance. Et puis c'est parti, quoi. Mais il faut un petit peu de réussite, je pense. Mais du coup, il y a un mot qui revient dans vos deux explicatifs, c'est vraiment la passion. Alors, on sait un peu, on s'en moque souvent de la passion, de payer en passion, d'être payé en passion et tout ça, mais est-ce que vraiment dans le cadre du journalisme sportif, est-ce que c'est pas vraiment une prérogative? Est-ce que sans passion, on peut réussir ce boulot qui est très contraignant au niveau des horaires, au niveau des heures de travail prestées et surtout très peu rémunéré dans un premier temps? Ben voilà, de fait, je pense que pour tenir, pour commencer, pour tenir, et même pour bien faire son boulot, il faut de la passion. C'est super cliché, mais c'est comme ça. Et journaliste sportif, et peut-être d'autant plus en télé, le but c'est de transmettre des émotions et donc de transmettre de la passion. Donc si tu n'es pas passionné toi-même et que tu viens en mode bon, encore ça, etc., et que, voilà, tu feras mal ton travail parce que tu transmettras plus rien. Donc, c'est super cliché de dire qu'il faut de la passion, mais de fait, comme tu as bien résumé les galères qui peuvent se présenter au début, qui peuvent se présenter au milieu, qui peuvent se présenter même en fin de carrière aussi, parce qu'on devient peut-être vite un peu trop âgé pour faire ce métier-là. Si tu n'as pas la passion pour t'accrocher, à un moment, ça devient compliqué, je pense. J'ai tendance à être d'accord à 99% avec Pat là-dessus. Il y a vraiment un côté de passion qui fait que tu t'accroches pendant 10 ans malgré les merdes que tu peux te prendre, les inquiétudes que tu as régulièrement sur les droits, sur tes propres finances personnelles, sur plein de raisons comme ça. Je pense qu'il y a parfois, et c'est frustrant pour des gens qui ont entre 20 et 30 ans, comme Patrick et moi on avait quand on débute, parfois un peu de frustration de voir certains collègues plus anciens qui perdent un peu cette passion-là, qui font ça un petit peu par habitude, par monotonie, par sécurité, parce que quand tu as un nom ou une voix ou que tu as un certain CV, bah ça, il y a clairement une frustration qui ressort de ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est 99% du carburant, c'est la passion. Ouais, et du coup, quand vous sortez de vos études, enfin, vous avez sûrement eu des petits jobs d'étudiants, soit de pigistes ou bien travailler pour le foot provincial, un peu comme tout le monde pour les presses locales ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu vraiment une sorte de mur qui s'est fait quand vous arrivez dans la vie active? Vous avez la passion, on se dit, oh, on va commenter des matchs, on va faire des choses, et puis vous arrivez dans la vie active, dans les rédacs, et vous voyez que ben voilà, le rêve est peut-être assez loin de ce qu'on espérait, ou bien ça s'est quand même passé assez bien dans votre entrée en matière. Là où je vais toucher à un truc que tu as vécu aussi, c'est que, enfin, moi en tout cas, dans mes études,
on m'a toujours bien vendu tout de suite que ça allait être la merde. Enfin, c'était C'est vrai. avec moi dans la classe pour les présentations de presse et information, où on te dit que tu risques de crever la dague, tu vas finir divorcé avec 3 cancers. Donc, je pense que tu es briefé en partie là-dessus. Après, c'est une question de se bouger un peu le cul et d'avoir la chance au bon moment qui te fait prendre la bonne première marche. Moi, ma bonne première marche, je le sais, c'était Renaud Dautrix à l'époque de Give Me Five qui m'a fait regarder des centaines de matchs de NBA. C'était pas le boulot le plus sexy, mais c'est ça qui m'a permis de faire ça pendant 10 ans. Donc, je serai toujours extrêmement reconnaissant vis-à-vis de Renaud qui présentait cette émission, parce que sans lui, en fait, je suis pas certain du tout que j'aurais fait ça. Il y a passion, il y a patience aussi à avoir. Quand tu commences, tu sais bien que tu vas pas commencer directement. Voilà, ça existe que dans les films, d'aller chercher le petit étudiant qui découpe des papiers et lui dire ah, bah, en fait, il y a un malade aujourd'hui, tu vas commenter un match, tu le fais super bien et après, c'est toi qui vas faire tous les grands matchs. Ça, c'est le fantasme, mais ça n'existe pas. Voilà, donc, il faut de la patience. Il faut se dire qu'une carrière, c'est pas une carrière de footballeur non plus qui dure 10-15 ans, c'est qu'elle dure 25-30 ans. Voilà, donc tu as cette notion-là à avoir très certainement. Et après, comme François le dit, c'est des opportunités, c'est croiser les bonnes personnes au bon moment, c'est essayer à un moment de toujours se montrer, déjà dans les études. Moi, si on m'a envoyé à l'RTBF en stage pendant la Coupe du Monde 2006, où on m'a dit bah, c'est pas grave, tu passeras tes examens tous en deuxième cesse, mais on pense pour toi que c'est intéressant d'aller faire ton stage à la Coupe du Monde à la RTBF en 2006. C'est parce que dès qu'il y avait dans un travail de groupe un truc sur le sport à faire, je le prenais pour moi et que je tournais tous mes trucs, tous mes travaux scolaires à l'UNIF sur le sport et toutes mes enquêtes sur le sport, etc. Et donc, ils avaient bien compris la sensibilité et le but. Et voilà, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à la RTBF. J'ai réussi à rester assistant. Ça a un peu gonflé le CV. Et puis, ça m'a permis d'aller chez vous et ainsi de suite. Donc, voilà, ça part sur des coups de bol. J'aurais pu faire mes études une année où il n'y avait pas de Coupe du Monde. Et donc, on n'aurait peut-être pas vu cette motivation-là voilà, où on aurait peut-être eu moins besoin de moi à la RTBF au mois de février qu'au mois de juin pendant une Coupe du Monde, donc j'aurais peut-être moins pu me montrer. Ça, voilà, on ne sait jamais réécrire l'histoire. Mais voilà, il y a, comme on disait, il y a passion, il y a patience et il y a des coups de bol à avoir très certainement à des moments. Ah, Là, parce que... je vais rebondir Vas-y. parce que moi, j'ai fait aussi mon stage, une part de mes stages à la RTBF en période de Coupe du Monde. Et enfin, en tout cas en période de Coupe du Monde, en année de Coupe du Monde, et pour avoir bossé sur un mois hors Coupe du Monde, justement, en fait, c'est très frustrant. Tout se prépare autour de ça, tu n'as pas énormément d'opportunités, tu dois vraiment gratter pour te montrer. Et moi, mes opportunités, les rares petits trucs où j'aurais pu m'accrocher à la RTBF, bah, j'y ai pas réussi. Et c'est en partie de ma faute, c'est en partie parce que c'est extrêmement difficile. Et donc, Patrick est passé à travers ça, et on le sait tous les deux, parce qu'on voit le nombre de stagiaires qui passent régulièrement dans toutes les rédactions. Encore une fois, c'est énormément d'appelés et quasiment pas d'élus. Mais donc, il y a quelque chose qui ressort assez fort, c'est vraiment, il y a un moment où il doit avoir ce petit brin ou de chance ou de talent à un moment vraiment précis, mais ça peut conditionner toute une carrière. Tu parles, Patrick, toi, de ton stage qui, du coup, a fait que tu es passé assistant à RTBF. François, toi, justement, c'était un peu le contraire où tu n'as pas réussi à accrocher ce petit wagon. Et le fait de peut-être pas l'accrocher, ça peut vraiment changer une carrière du tout au tout. Je pense que oui. Après, moi, comme je le dis encore, hein, j'ai pas eu la RTBF, mais j'ai eu PTV. J'ai déroché des dizaines et des dizaines de matchs de NBA des mercredis matins. Ça me permettait de voir Christine, Christine Schrader, ça me permettait de voir Jean-François Rémy, ça me permettait de voir tout le monde. Et quand il a été question de faire mon stage de fin d'études là pendant 2 mois, ben, en fait, ils ne prenaient pas de stagiaire à l'époque. Ils m'ont dit, ben, écoute, pour toi, on va prendre un stagiaire. Et donc, j'étais le premier stagiaire un peu de l'époque. Et ils m'ont donné des responsabilités. Puis ils m'ont dit, écoute, on va te briefer. Et j'ai eu de la chance d'être fort couvé là-bas, fort encouragé parce que j'étais motivé et que je le montrais, je crois. Mais encore une fois, c'est une question de coup de bol. Je ne vais pas dire de piston parce que Renaud n'était pas de ma famille et tout ça. C'est juste que je le connaissais et que je l'ai vraiment tanné pour le faire, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que moi j'allais dire après. Il faut de la chance à un moment, mais il faut tout faire pour les provoquer. Enfin voilà, on va pas donner de leçons, ça marche ou ça marche pas, mais c'est pas parce que tu as raté un premier wagon qu'il n'y en aura pas trois, quatre autres qui passeront non plus. C'est juste un moment de dire, voilà, il faut les provoquer. Mais c'est facile à dire avec le recul aussi, parce que quand tu vis les choses, à ce moment-là, quand moi c'était en 2006, 2007, je me rendais pas compte forcément non plus enfin voilà, tu vis les choses au jour le jour, tu es jeune, ok, tu as ton objectif un peu lointain en tête, mais
tout ne vient pas d'une stratégie super bien établie en disant ouais, je vais faire ça pour faire ça, et puis après il y aura ça. Ça marche jamais. C'est juste voilà, tu es au jour le jour, et puis des opportunités tombent, et parfois tu les saisis même sans t'en rendre compte, et en fait ça bouleverse complètement le cours de ta carrière ou de ta vie. Ouais, non, clairement. Après, encore une fois, quand on dit le petit brin de chance, effectivement, comme vous dites, si à un moment on tape pas les heures qu'il faut, on fait pas des heures sup, on fait pas un travail qualitatif, cette chance-là, on la provoque jamais. Donc il faut réussir à d'abord faire un travail qui soit de qualité et qui permette de justement essayer de créer cette chance derrière. Donc toi, François, je sais que c'est comme ça que ça a commencé à BTV aussi. C'est parce que tu travaillais bien, c'est parce que tu faisais le taf qu'il fallait, et c'est pour ça que tu as pu commenter, enfin, arriver à terme à l'Europe des 11 en plateau, quoi. Oui, bah, c'est clair, mais enfin, je pense que je suis celui qui est le plus fait d'échelons différents à BTV, puisqu'à l'époque, Patrick, par exemple, il est arrivé et il a fait un peu, il n'a pas fait le stage, mais moi j'ai fait stage, assistant, j'ai fait toutes les étapes. Patrick, il n'a pas fait le stage, mais à part ça, il a tout fait aussi. Et c'est vraiment comme ça. En tout cas, là, c'était toujours fait de manière très saine, c'est-à-dire que, mais en fait, quand il y a une opportunité, on te la donne. Et il y a une question de, voilà, si tu montres ta motivation, si tu montres ton application, si tu montres ton respect de la hiérarchie et des consignes aussi, ben en fait, au final, si tu fournis aux gens ce qu'ils veulent, ben en fait, ils vont dire la prochaine fois, en fait, c'est à lui que je vais demander. Des, des gens qui viennent en stage et qui croient que c'est en se montrant et en brillant que ça va aller, c'est pas toujours le cas. J'en ai vu beaucoup arriver et espérer être directement considérés comme des piliers de la rédaction. Ça a souvent pris le mur tout de suite. Il y a du travail, il y a de l'humilité, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout. Et pour ça, c'est comme le monde du sport, c'est comme le monde du travail. Il faut pouvoir arriver à bosser au moment clé. Je crois que l'importance des mentors est capitale aussi, et François ne me dira pas le contraire, qu'à BTV, on est super bien tombé avec Christine, avec Jean-François, qui étaient des formateurs aussi, parce qu'au final, même quand tu sors de tes études, t'en sais rien du journalisme sportif. Tu as été formé à faire du journalisme, un peu comme ça, très académiquement ou un peu pratiquement OK, mais le journalisme sportif est encore très différent. Et donc là, ils nous ont pris sous leur aile, et on a bénéficié, je pense, justement de formation pour le métier, de formation valeur du métier aussi, quelle attitude à avoir, etc. Donc ça, je pense qu'ils ont été très importants pour nous. On a eu la chance de tomber dans cette rédaction-là. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont eu la chance de tomber chez le concurrent Proximus, et de tomber aussi sous le même type de couverture, sous le même type de formation. Mais après, c'est dans toi, tes relations avec, et ça se passe sûrement comme ça à la RTBF aussi, même s'il y a un plus gros volume, on va dire, à la RTBF de gens qui essayent de rentrer par là. Mais voilà, je pense que l'importance du mentor, du formateur, de celui qui t'accompagne dans les premières années du boulot, c'est capital aussi, parce que ça te marque encore, même après 10 ans de carrière. Moi, Ouais. je peux repartir l'exemple de Renaud. La première fois, il m'a dit, écoute, ben voilà, maintenant, je pense que tu peux travailler sur un sujet qu'on diffusera. Ça m'a pris 3 jours quasiment de le faire. À la fin, quand j'allais sur l'Europe des 11 et que je faisais un sujet de foot européen et que je devais regarder 2 heures de match, ça me prenait 1 heure et demie, 2 heures maximum. Et ce sujet de basket que j'ai fait, donc Gimme Five, je l'ai commencé, recommencé, re-recommencé. J'ai fait 20 fois ma voix. J'étais pas prêt. Et en sortant des écoles et de l'IEX en ce qui me concerne, j'étais pas prêt. Et donc, ben, c'est clair que ces gens-là, en fait, ils ont vu que l'école avait cultivé certaines valeurs, mais, mais, mais à part ça, le côté de s'accrocher et le côté de retravailler ton truc, ben, il faut l'avoir après même tes études, parce qu'en fait, tu n'es pas du tout prêt en sortant. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend. Enfin, effectivement, pour avoir fait les mêmes études que toi, François, en même temps, effectivement, on nous dit que ça va être difficile, mais le fait d'arriver à un moment de se dire, alors je vais reprendre un peu l'expression, mais can you do it on a cold Monday night at Stoke? Donc, te dire que tu es chez toi, tranquille, tu te dis, on va faire des super reportages, des machins, et puis on t'envoie à Saint-Tron pour faire un Saint-Tron Eupen en Playoff 2 avec 200 personnes dans le stade. Effectivement, c'est pas toujours la même préparation, c'est pas toujours aussi facile. Et ça peut passer des nuits un peu plus difficiles, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est pas, enfin, en tout cas, sur les premières années, c'est pas le pire. Et dans les années qui suivent, ça se fait quand même. C'est pas ce que tu fais chaque semaine sur la fin, et donc tu arrives quand même à trouver une certaine variété et à apprécier ce football un peu moins classieux que de faire des Real Barça ou des Liverpool Arsenal.
moi, c'était toujours un gros plaisir. Et moi, honnêtement, un des trucs qui me reste le plus, c'est d'avoir mon premier match, c'était un locker run Malines. Ça n'excitera personne, mais moi, ça me reste dans ma tête. Je me rappelle quasiment de chaque moment de cette journée-là. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre que pour une première, enfin, ça doit quand même être assez impressionnant. Moi, j'ai jamais eu la chance de commenter. Et c'est vrai que à la base, c'était aussi un rêve. C'était pour ça que j'avais fait l'IEX. Hein, à la base, je voulais faire commentateur sportif. Effectivement, les études en avançant m'ont petit à petit un peu dégoûté. Voilà. Après, j'avais travaillé aussi pour Sud Presse en presse écrite et voilà, que tu vois que t'es pas payé folichon, tu te dis bon, est-ce que je continue là-dedans, est-ce que je tente autre chose? Voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, il y a un truc que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est vos mentors. Euh, quel était, enfin, quand vous étiez gamin, donc il y avait enfin, forcément, il y avait des journalistes qui vous excitaient. Ils auraient pu présenter la pétanque ou le cricket ou le curling, vous auriez été emballé de les écouter. C'était lesquels? Bref, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis né en 82, donc je pense que ce sont les voix associées aux premiers souvenirs aussi, quoi. C'est Baudonc, c'est Laboureur, parce que la première Coupe du Monde, c'était 1990, la première dont j'ai des souvenirs, et c'est ces voix-là, ces matchs, c'était les résumés de match, c'était Michel Lecomte. Euh, je pense que eux ont joué un rôle important pour l'enfant que j'étais, et me voir à leur place et me dire ouais, je vais faire ça, je vais créer goal, 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 goal. Moi, j'ai jamais créé goal, 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 goal sur le paquet de buts que j'ai commenté parce que c'est peut-être plus de la même époque. Mais voilà, donc eux, ils m'ont fait rêver. Et je crois que j'ai quand même un tournant qui m'a dit ah, ce serait quand même cool de faire ce métier. Ça, c'est plus quand j'avais 16 ans. Donc voilà, un petit peu plus d'âge, on va dire. C'était Coupe du Monde 98. Je crois que c'était Marc Delire et Eric Kroll qui présentaient les plateaux de la RTBF. Et ils avaient réussi à faire une émission. Ils étaient juste deux, ils n'avaient pas de moyens, ou très peu, dans un petit studio, mais ils avaient fait une émission à mourir de rire. Et je me souviens qu'elle me faisait marrer à fond et qu'il y avait moyen de s'amuser dans du journalisme, etc. Je ne saurais plus du tout dire c'était quoi le contenu ni rien, c'est trop loin, mais je me souviens que ça m'avait fait marrer. Et que après, j'ai été fan de Marc Delire pendant très longtemps. Après, voilà, c'est juste que j'ai plus jamais eu Proximus TV, donc j'ai eu très peu l'occasion de l'écouter. Et puis maintenant, je connais bien Marc, etc. Donc voilà, dans mon parcours de spectateur, ceux qui m'ont donné envie de faire le métier, c'est ça. Après, dans le parcours professionnel, j'ai cité les noms tantôt. Je pense que si j'avais pas rencontré Christine, si j'avais pas rencontré Benjamin de Senin, qui était mon maître de stage à la Coupe du Monde 2006 avec Jonathan Bradfer aussi, sans ces deux noms-là, plus Jean-François pour son côté justement très pédagogue. Hein, c'est pas un hasard s'il a travaillé avec l'équipe Espoir pendant 10 ans. Il a un côté hyper pédagogue, hyper formateur, hyper intéressé à la transmission. Sans ces trois personnes-là, il n'y aurait rien de possible. Ouais, moi, enfin, j'y suis venu un petit peu plus tard, je crois, que Patrick. Et donc, moi, mes souvenirs, c'est les samedis après, m'a zoné devant le Tour de France pendant mes vacances, où j'écoutais Rodrigo et où j'étais quand même fasciné par la capacité de tenir le crachoir aussi longtemps sur des choses où il ne se passait rien. Et il y avait ça, le foot, un peu moins en fait, parce que moi, mon sport à l'origine, c'était toujours et ça reste le basket. Donc moi, c'était Renaud de Trix, c'était David Cosette en France qui est toujours aussi bon. George Eddy, c'était quand même une légende et ça l'est toujours. Et donc, bah, il y a des noms comme ça qui te donnent envie et qui t'ont fait vibrer. Euh, André Smets, à l'époque de BTV aussi, qui était extrêmement kiffant. Et donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui te font une sorte qui construisent leur rêve. Et après, pour construire la carrière, bah, tu as besoin de gens comme Christine, comme Jean-François, qui te prennent sous leur aile et qui te forment à faire des choses. Et puis, bah, des fois, tu dois aller au feu tout seul. J'ai été extrêmement bien mentoré sur BTV, sur Bel RTL que j'ai fait, ou sur Sud Presse. J'ai absolument pas été mentoré. Et donc, bah, après, tu te débrouilles, tu apprends un peu sur le tard. Bel RTL, j'ai dit des conneries à l'antenne incroyables, mais qu'en fait, comme personne n'écoute Bel RTL, Tu répondais c'est à pas mon grave. message en direct, ouais, c'est ça. Non, mais clairement, après, voilà, enfin, je vous comprends tout à fait parce que c'était ce qui me faisait aussi un peu aller dans cette voie quand j'étais plus jeune. Mais, enfin, moi, pour vous dire, c'était un petit peu aussi ben, sur Canal+, en fait, il y avait un duo Colomval-Rémy qui était vraiment un duo que j'adorais, tu sentais
ils mangeaient foot, ils buvaient foot, ils dormaient foot et tu avais vraiment une complicité qui était aussi très très forte. Jean-Mimi et Thierry, enfin tu vois, on peut en dire ce qu'on veut. C'était peut-être pas les plus fins limiers du football, mais tu les écoutais. Allez, même avec toute la haine qu'on peut avoir contre le peuple français depuis une certaine demi-finale il y a 2 ans, tu les écoutais, t'étais limite pour la France, quoi. Enfin, ce petit côté chauviniste qui se laissait aller à la moindre petite incartade, c'était vraiment plaisant. Après, effectivement, Rodrigo, même chose. Quand Rodrigo faisait le Tour de France ou quand Rodrigo était vraiment dans son moment, c'était vraiment. Ça, pour moi, Rodrigo, d'ailleurs, ça reste un des meilleurs moments du journalisme. C'est le championnat du monde de cyclisme, de la victoire de Gilbert, quand il part à 1 km 500 dans le mur et il finit tout seul à 200 mètres d'avance. J'en parle, j'ai encore un peu les frissons là. Je suis à 2 doigts de remettre la vidéo, mais enfin, c'était vraiment un moment assez exceptionnel. Et vous, s'il y avait vraiment un moment à sortir, le moment du journalisme, où limite l'événement était magnifié par le journaliste et pas par la grandeur de l'événement. Moi, je crois qu'en général, il y a besoin d'un grand moment pour que le journaliste puisse magnifier quelque chose, pour que tu aies besoin, pour que tu te souviennes du moment du je l'ai dit bordel de Philippe Albert ou de choses comme ça. Tu as besoin que le moment soit exceptionnel. Tu peux pas faire de l'or avec de la mer. Un moment, c'est pas possible. Donc, tu as quand même besoin d'un moment exceptionnel. Tu as besoin que Rodrigo, 4 ans, 5 ans avant, je sais pas, se merde et croit que Philippe Gilbert devient champion du monde alors qu'en fait, c'est Tom Bonnen. Puis en fait, lui, ben, il se rappelle qu'il a merdé et qu'il a dit une grosse connerie 4 ans avant. Et en fait, ben, ça magnifie encore ça. Mais tu as besoin que Philippe Gilbert devienne champion du monde pour que ce C'est truc pas soit faux. mémorable. C'est pas faux. C'est pas C'est faux. ça le but et c'est ce qu'on nous a toujours dit, c'est de mettre le produit, c'est peut-être un sale mot dans ces cas-là, mais de mettre voilà, l'événement en avant et pas toi. Et beaucoup de ceux qui se trompent ou qui saoulent les gens, ce sont ceux qui hurlent pour la moindre chose parce qu'ils se disent ouais, c'est comme ça qu'on va me repérer et que voilà, c'est l'événement qui fait le truc. Et voilà, moi, si vraiment je veux avoir des exemples précis, c'est marrant parce que c'est deux événements négatifs, alors que je suis plutôt genre quelqu'un qui aime bien les éléments positifs en foot. Mais le but de David Platt en 90 et Baudonc ne dit rien pendant 15 secondes en télé, c'est exactement ce qu'il devait faire. Il a compris l'émotion qu'il devait transmettre. Voilà, j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais rencontré Franck Baudonc, donc est-ce qu'il était lui complètement, réellement abattu, etc. Ou il s'est dit non, voilà, c'est le moment que je ferme ma gueule parce qu'on est éliminé de la Coupe du Monde de manière injuste à la 120e minute du huitième de finale alors qu'on a tiré 2 fois sur le poteau. Voilà, je pense que c'est de l'inconscient, c'est comme ça, mais il a accompagné comme il le fallait parce qu'à mon avis, tous les gens chez eux étaient pareils, en train de fermer leur. Voilà, et d'être dégoûtés, pareil. Donc il reste celui-là. Et il y a Gilardi Zidane en 2006, C'est vrai. après le coup de boule, pas toi Zizou, pas après tout ce que tu as fait. D'ailleurs, Gilardi, ça, je pouvais aussi signaler dans les mecs qui m'ont bien donné envie de faire ce métier-là. Voilà, c'est savoir trouver sa place par rapport au moment. Mais de fait, pour rejoindre ce que François disait, c'est l'événement qui reste dans les mémoires, c'est pas le commentaire avant tout. Ça l'accompagne très bien. Voilà, c'est la sauce magnifique que tu as mangée avec le meilleur steak de ta vie, mais ça reste, toi, c'est la sauce et c'est le steak l'important. J'aime bien les métaphores. Ouais, je vois, je vois. Du coup, tu te donnes un peu faim, mais non, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Au moins, on voit clair là-dessus. Et c'est vrai que, oui, enfin, c'est grâce à ces gens-là que le sport est aussi regardé. On peut regarder n'importe quel match. Si on regarde un match avec un commentateur qui n'en veut pas ou qui n'a pas forcément. Je dis pas les connaissances parce qu'on peut être un bon animateur sans être vraiment un bon connaisseur. Mais le fait de connaître dont on parle est un gros avantage en tout cas, parce que bon, ça a été un peu le problème au tout début du lancement de la Ligue des Champions sur RTL, c'est qu'il y a eu un imbroglio un peu avec les commentateurs sportifs où on voyait qu'il y avait quelques difficultés. Maintenant ça va, ils ont trouvé un peu leur gimmick, mais ça a été difficile quoi le début. C'était pas des gens qui venaient du sport à la base pour beaucoup et C'est là où je dois un peu défendre les journalistes parce que enfin, je les ai beaucoup taclés hein, avant même que je fasse mes études. Moi, j'en pouvais plus. J'ai regardé des finales de Ligue des Champions sans le son parce que j'en pouvais pas. Et en fait,
c'est aussi une question de vision. Il faut savoir que dans des chaînes comme RTL, il n'y a pas de rédaction sportive. Ah, bien sûr, Il n'y bien a sûr. pas. Il y a des journalistes qui sont là pour faire du sport, tu as un ou deux producteurs qui sont là pour prévoir les différents projets de l'année, mais ils travaillent sur du technique. Et les journalistes comme Serge Vermeuren, comme Luc Maton en son temps, comme Emiliano Bonfigli encore maintenant, mais en fait, ils doivent faire leurs 220 jours de travail tous les ans, et donc ils doivent aller faire un chat écrasé, un reportage politique ou une info locale avec des caméras la semaine. Et si tu n'es pas versé à 100% dedans tout le temps, ben en fait, il y a forcément une part de ton attention, de tes compétences qui va aller ailleurs. Et c'est l'avantage que tu as quand tu bosses dans un média spécialisé comme le sport, par exemple, c'est qu'en fait, tu fais que ça. Mais c'est pas simple et ça t'éloigne un petit peu, je pense, à chaque fois, comme dans des cas comme RTL, mais en fait, qu'il n'y a personne d'assez spécialisé. Les rares personnes qui sont spécialisées, c'est parce qu'ils ont un poste très précis. Je pense que si tu prends toute la structure d'RTL à l'époque, il n'y avait que Vincent Legreffe qui faisait le journal des sports à 4 heures du mat, de 4 heures à midi tous les jours, qui faisait du sport à temps plein en tant que journaliste. Et même ça s'est arrêté maintenant, depuis leur dernière restructuration. Donc, tu ne peux pas attendre ça de tout le monde, en fait. Tu ne peux pas attendre que ces gens soient aussi spécialistes que ce que tu vois ailleurs s'ils ne peuvent pas accorder 100% de leur temps à ça. Ouais, et puis tu as toujours la réception du changement par les gens, par le public aussi, hein, comme je le disais, voilà, enfin, si tu reviens aux origines d'RTL qui prend la Ligue des Champions à la RTB, ben justement, tu quittais les légendes, tu quittais les Baudoncs, les Laboureurs, même les Delire jeunes à l'époque pour te retrouver avec des nouveaux visages, etc. Donc, en gros, les dés étaient pipés, ils pouvaient faire que moins bien, je pense, ou voilà, il faut tout remettre dans son contexte. Et ça a été, je pense, ça les a poursuivis très longtemps, justement, cette Ouais. transition pas appréciée par les gens, parce que moi, je suis désolé, il y a des collègues, enfin, des confrères de RTL que je ne connais même pas personnellement, mais qui sont parfois critiqués alors qu'ils font de l'excellent boulot. Moi, Emiliano, que je connais de très 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 loin, juste entre confrères. On n'a jamais eu l'occasion de se croiser sur des matchs parce qu'on ne fait pas les mêmes matchs justement. Pendant la remontada de Liverpool contre le Barça, il m'a fait kiffer. Il était très bon, il était juste, voilà, et il était bon sur d'autres matchs aussi. Donc voilà, ça reste quand même un truc super subjectif de toute façon de juger la qualité d'un commentateur. Il y en a qui font l'unanimité très certainement. Il y en a, tu as l'impression qu'ils ont toujours été là, tu n'as jamais entendu que leur style, donc tu te dis, bah oui, bah en fait, c'est ça le style à avoir, parce que tu l'as entendu enfant sans avoir les mêmes réflexes, etc. Et donc, tu as gardé ce modèle-là comme étant le modèle du commentateur de cyclisme ou le modèle de commentateur de basket ou autre. Mais au final, voilà, je pense que les gens vivent tellement aussi le foot pour des choses différentes. Tu as les amateurs de tactique, tu as les amateurs d'émotion, tu as les amateurs d'histoire du foot, tu as plein de façons d'aimer le foot, donc tu as plein de façons d'aimer un commentateur de foot ou de ne pas l'aimer. Donc voilà, ça reste un métier subjectif aussi, et le jugement est subjectif, comme dans beaucoup de métiers. Mais celui-ci de journaliste sportif, tout le monde a l'impression qu'il peut connaître le foot, donc a l'impression qu'il peut le faire, et donc peut être plus facilement négatif. Voilà, moi quelqu'un va jamais juger le travail d'un expert médical ou d'un scientifique parce que tu sais bien que tu captes rien du tout à ce qu'ils font, donc tu vas leur dire ouais, bah, écoute, très bien, t'es super fort, je vais pas me mêler de ton travail, etc. Si je me disais, ouais, je m'y connais quand même un petit peu en chimie, etc., peut-être que je pourrais me permettre de critiquer les mecs, mais je sais bien que j'y connais rien. Donc C'est voilà. là Et où en je foot, on trouve. dit très vite qu'on connaît bien le foot, et du coup, Ouais. c'est la même chose pour les entraîneurs, même chose pour les joueurs, mais il faut tout remettre dans son contexte. Moi, j'ai jamais supposé que je connaissais très bien le foot. Un, parce que c'est pas mon sport d'origine, donc c'est pas celui que j'ai pratiqué. Je suis vraiment une bille au foot, je sais pas aligner trois passes correctes. Et donc, j'ai jamais estimé ça. J'ai pas le feeling du ballon. Et donc, bah, à un moment, j'en ai juste bouffé des heures et des heures et des heures et des heures. J'ai j'ai travaillé, j'ai discuté avec des gens dont c'est plus le truc. Et à un moment, ben, ma connaissance était suffisante pour que je puisse tenir le coup sur de longs moments. Et en force de pratiquer, je suis devenu connaisseur. Et donc, je crois que je peux vraiment le dire. Mais après, je pense que le fait que les gens te critiquent et soient pas d'accord avec toi, ben, et croient s'y connaître. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont en train de découvrir ça pour le moment. Justement, les scientifiques, les épidémiologistes, puisqu'il y en a 11 millions pour le moment en Belgique. Mais en fait,
enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours connu et qu'on a toujours vu en tant que journaliste sportif. Et la critique de gens qui ne mettent pas le même effort que toi, mais en fait, moi, je ne l'ai pas découverte. Et donc, c'est assez marrant, moi, de voir ça de l'extérieur, de dire, oh là là, on est critiqué alors qu'on est tellement. On travaille beaucoup plus que les autres. Bah oui, bah c'est comme ça, en fait. Tu n'as pas le choix, surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Ouais, et encore plus dans un domaine du football où justement il y a le problème de l'objectivité aussi, c'est-à-dire que euh, c'est un problème qui va toucher fortement le journaliste parce que il pourra jamais normalement être pour un camp ou pour l'autre parce qu'il doit garder une vision objective du match. Mais du coup, les supporters d'un camp vont dire ah ben, il me fait chier, j'aime pas ce commentateur-là parce qu'il va être pour l'autre. C'est un peu comme le même débat que pour l'arbitre en fait. L'arbitre est toujours pour l'autre équipe, donc le commentateur sportif va toujours être pour l'autre équipe aussi. Donc il y a aussi ce problème d'objectivité. Alors, je connais tous les deux un peu les équipes que vous aimez, mais est-ce que c'est facile de garder ce côté objectif quand tu fais vraiment le commentaire d'un match où tu sais que ce match est ultra important pour l'équipe que tu kiffes, que tu vas voir au stade par plaisir? C'est pas difficile d'essayer de dire quand l'autre équipe fait une belle action, quand tu prends 2-0, 3-0, alors que tu sais que ce match-là c'était le match de l'année, c'est pas trop compliqué? Moi, j'ai tendance à dire que il n'y a pas énormément d'équipes que je porte très fort dans mon cœur. Il y avait toujours le plaisir d'être à Charleroi parce que c'est la maison et qu'il y a des gens qu'on connaît dans le stade et que c'est le club de ta ville. Et il y a Liverpool parce qu'il y a cette relation spéciale et ça, Patrick, là encore plus fort que moi. Mais que ce soit Charleroi ou Liverpool, c'est 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 pas forcément très compliqué, je trouve. Moi, en tout cas, quand je suis dans un match et que le match est suffisamment intéressant pour que ce soit le cas, j'oublie très vite mon expérience personnelle et mes envies personnelles. Je retiens, je viens très vite dans mon esprit professionnel et je pense à ce qui se passe. Après, il y a une question de contexte. Si tu me demandes de commenter, enfin, j'ai commenté quelques matchs de Liverpool, évidemment que je suis content, qu'il y a peut-être un brin de plus de joie sur un but, peut-être. Mais, euh, mais après, il y a des moments où tu peux le faire. J'ai commenté en radio à la descente de Charleroi en D2 à l'époque d'Abbas Bayat. En fait, tu es sur une radio francophone, tu as le droit d'émettre de la tristesse et de le dire. Donc il y a un moyen de transmettre quand même ton truc, mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi j'arrivais à faire assez bien abstraction de ça. Je sais pas trop ce qu'il en est pour Patrick, mais je crois que c'est un peu le cas aussi. Oui, moi je crois que quand tu rentres en cabine ou que quand tu rentres dans le stade, à un moment, voilà, tu as quand même l'aspect professionnel, tu viens quand même faire ton job, même si c'est un métier passion, etc. Et qu'on peut dire aussi en cliché, on n'a jamais vraiment l'impression de travailler. Mais tu sais bien que tu es au service de quelque chose et donc tes sentiments, etc., tu les mets de côté et tu commentes le match. Euh, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de journalistes. Voilà, c'est que même en plus avec le temps qui passe, les sentiments que tu avais pour X ou Y équipe quand tu étais ado avant de commencer le métier, il y en a plein enfin, voilà, que tu mets sous le tapis. Moi, il y a plus, j'ai été abonné pendant 3 ans dans un club de Belgique. Euh, je le dirai pas, et maintenant leurs résultats me font absolument ni chaud ni froid quand ça tombe. Dans un sens ou dans l'autre, quoi. Parce que ça, tu sais bien que ça peut être, voilà, enfin, ça fait sans doute partie d'un processus invisible, et que tu sais bien que ça pourrait te mettre en difficulté, et que voilà, et que tu neutralises. Et peut-être que voilà, j'ai fait une fixette après avec le temps sur Liverpool en me disant ça, c'est un peu plus loin, c'est pas grave si on sait que je suis supporter de Liverpool, ça je vais l'assumer. Mais maintenant, je ne cache plus être supporter de Liverpool, mais je ne cache rien d'autre. Tu vois, il n'y a pas une équipe belge qui me fait vibrer en cachette. Attention, voilà, ça il n'y a plus parce que le temps fait son effet et parce que l'aspect professionnel très certainement fait son effet. Et ça, je crois que c'est le cas de 99% des journalistes sportifs. Quoi. Il y a une espèce de fantasme de l'extérieur. On dit, ouais, il est sûrement pour elle, sûrement pour lui. Je me rappelle, je ne sais plus, il y a quelques mois ou années, je m'étais amusé je commentais un match c'était pas le Classico, mais je commentais un match du Real qui avait lieu en même temps que un match du Barça, ou alors c'était machin. Et donc, j'avais fait la capture d'écran de 2 tweets. Un qui disait le commentateur, il a très certainement son écharpe du Real pour commenter le match. Et les autres, ils disaient le commentateur, il n'arrête pas de parler du Barça, ouais, qu'il aille prendre son abonnement au Camp Nou.
Et donc, sur le même match, donc en fait, c'est que j'avais fait un bon match, quoi. Parce Ouais, que c'est ça, c'est ça. Du coup, 1 plus j'avais 1, voilà, un partout. des trucs positifs sur l'autre, des trucs négatifs sur un, des trucs négatifs sur l'autre, t'es équilibré. Le prisme de l'oreille du supporter n'a entendu que le négatif sur l'un et le positif sur son adversaire. Il a dit, ok, voilà. C'est comme ça, c'est les émotions, c'est le foot, c'est pas grave non plus, et tout le monde fait avec. Non. Et puis moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que ça reste un boulot et que donc, moi en tout cas, c'était mon rituel quand j'avais match. Le matin, j'imprime mes feuilles statistiques, je passe 2 heures à préparer mon match, à préparer mes notes, à être prêt. J'arrive au bureau ou au stade et donc j'ai la compo, je travaille. Donc ça fait déjà 3-4 heures que je suis dans mon match, dans ma tête. J'arrive, il y a un écran, un deuxième écran retour possiblement, un casque sur mes oreilles, un ordinateur devant moi. J'ai pas le temps et mon cerveau est pas du tout sur la partialité ou sur ce que j'attends d'un match ou l'autre en fait. Mon cerveau il est sur le boulot parce que je me suis mis en condition pour faire ça. Comme un joueur de foot sur le terrain, il s'échauffe, il se prépare et à un moment il pense pas à ce qu'il a mangé ce midi en plein milieu du match en général parce qu'il est concentré, il sait ce qu'il doit faire, il a eu son briefing tactique. Et c'est comme ça pour les gens qui sont dans ce contexte-là aussi parce que factuellement, tu fais une prestation live de 2 heures sur le fil où tu peux pas dire de conneries, où tu peux pas te rattraper à grand chose parce que tu es souvent seul. Et donc, c'est compliqué. Et le critère de partialité, en fait, moi, je crois que sur 10 ans de carrière, la seule fois où j'ai pas été partiel, où j'ai pété un câble, c'est sur un but de Guillaume Gillet contre la Croatie Je au me Stade souviens, Roi-Baudouin. je me souviens, ouais, je me souviens. J'ai gueulé comme un psychopathe, j'en pouvais plus. Et voilà, c'est la seule fois, et c'était les diables, donc c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, voilà, la partialité, une fois que ça arrive sur l'équipe nationale, elle s'évapore. Hein. Il suffit d'entendre Langandris, Benkens au mondial ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la beauté de la Coupe du Monde. C'est qu'en fait, là, pour une fois, tout le monde est en même temps pour la même équipe. C'est ce qui fait qu'on a des écrans géants à 4000 personnes, qu'on remplit des cafettes de tennis ou des buvettes de foot tous ensemble et qu'on regarde un match et qu'on peut crier ensemble. Et c'est vraiment. C'est pour ça que c'est aussi, autant fédérateur des événements de ce type-là. Et même si voilà, l'emballage des championnats maintenant avec la FIFA, l'UEFA, c'est toujours un peu complexe et il y a pas mal de choses qui doivent être améliorées à ce niveau-là. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand il y a un événement comme ça, c'est pas pour rien que c'est vu par 1 milliard de personnes dans le monde et qu'il y a un tel engouement autour de ce qui se passe. Maintenant, du coup là c'est un petit peu à part du journalisme, mais justement on parle de ça. Mais par exemple un euro comme il est prévu qui était prévu pour cette année-ci, qui va être prévu pour l'année prochaine, donc dans plein de villes différentes en Europe, est-ce que ça va pas un peu casser ce côté excitant de ce qu'il peut avoir dans un mondial ou dans un euro où tout se passe au même endroit? Moi, je suis curieux de voir. Tu vois, quand ils ont fait une Coupe du Monde aux États-Unis, une Coupe du Monde au Brésil, c'était les mêmes distances entre les stades, hein, pour Ah, finir. c'est pas faux, Donc ouais, c'est vrai, c'est vrai. là, c'est juste que les pays européens sont plus petits. Je pense pas que c'est à faire à chaque euro. Et d'ailleurs, ils ont déjà dit que ce serait plus le cas. Euh, voilà, c'est à voir. C'est vraiment à juger sur le moment, quoi. Je n'ai pas envie de dire ah non, c'est une idée débile. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me dérange pas pour le symbole. Je suis enfin, je trouve que c'est assez bien que le championnat d'Europe se fasse sur tout le territoire européen qui aura eu le courage politique de construire un stade. Et, euh, Petit et taquet, voilà. hein, voilà, c'est un petit tacle à la gorge, petit carton jaune, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas, à part ça, ça posera de problème à personne. Enfin, je veux dire, moi, je connais les gens qui ont fait des déplacements. Ils ont pris des vols entre Belo Horizonte et Sao Paulo ou je sais pas quoi. Ça leur coûtera beaucoup moins cher de prendre un Ryanair entre Bruxelles et Madrid, par exemple. Ouais, c'est pas faux. Après, le carré se termine à Wembley, je pense. Hein. Donc, Ouais, le Ouais. dernier carré, les deux demi-finales, la finale, c'est à Wembley. Donc, on va revenir un peu dans le côté journaliste. Il y a eu forcément une pandémie ces 3 derniers mois, tout le monde le sait. Mais du coup, là, du coup, je me retourne vers Patrick parce que François, toi, t'étais pas forcément. Enfin, même si tu as eu d'autres problèmes à gérer dans la commune, mais c'est encore différent. Mais Patrick, pendant une période comme ça, où du jour au lendemain, tout s'arrête au niveau sportif, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu as fait des lives sur les réseaux sociaux, tu fais des articles de fond, t'en profites pour essayer de faire d'autres petites choses, mais le core business est foutu. Le core business de Patrick, c'est remplir le droit passerelle, je crois. Ben,
Je sais pas, moi, enfin, c'est pas que je suis pas mal, que je suis mal à l'aise, mais j'ai je m'en suis très bien sorti en fait pendant cette pandémie, voilà, parce que j'avais la chance et j'ai toujours la chance de collaborer avec une chaîne qui a décidé de continuer ses activités, de les recentrer sur les réseaux sociaux, d'être moi responsable d'une certaine façon, ou d'être le seul qui touchait un peu techniquement les choses pour pouvoir faire de la production sur réseaux sociaux dans la rédaction. Donc j'ai eu du boulot. Euh, donc, mon petit cas personnel, il faut le retirer du truc parce que je crois pouvoir dire que parmi les indépendants freelance, journaliste sportif, je dois être celui qui est, sans me tirer, c'est pas pour faire la gloriole ou quoi, mais c'est justement pour mettre mon cas à part, je m'en suis très bien sorti, quoi. Par contre, pour énormément de collègues, ça a été super dur, parce que justement, la structure de ce métier est faite depuis des années sur les collaborations, en tant que freelance sur les collaborations, en tant qu'indépendant, intérimaire, peu importe le nom et le statut qu'on leur donne, et donc sur un statut précaire. Et précaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, quand il y a un gros coup comme ça, imprévisible, qui sort de nulle part, c'est tous ces journalistes-là qui ont souffert en premier, qui ont sûrement été un peu oubliés d'une façon ou d'une autre. On ne va pas rentrer dans un débat politique, je ne pense pas que c'est l'objet, mais voilà, dans les premiers temps, les aides, on n'y avait pas droit, puis on y a eu droit. Certains y ont eu droit, d'autres pas, selon leur code, leur numéro de TVA Bien sûr. indépendant ou pas, en faisant le même boulot, etc., selon ce qu'ils dans la case où ils étaient rangés, selon qu'ils étaient bruxellois ou wallons, ils n'avaient pas la même somme. Voilà, je vais rester très, très flou là-dessus parce que c'est pas le but. Mais voilà, le problème surtout sur lequel il faut attirer l'attention, mais je vais dénoncer un problème sans pouvoir lui apporter de solution parce que je me mets à la place des patrons et des organes de presse qui fonctionnent comme ça, c'est qu'il n'y a plus de contrats de CDI qui sont donnés depuis une dizaine d'années. Enfin, François, depuis qu'on est rentré dans le boulot, on peut compter sur les doigts d'une main et même pas les mecs de notre génération qui ont chopé un CDI quelque part. Pourquoi? Parce que les arguments sont toujours les mêmes. C'est, écoute, les droits télé, dans 3 ans, dans 2 ans, il y a ce gros contrat là qui change, puis dans 3 ans, il y a ce gros contrat là qui change, parce que c'est des durées assez courtes, c'est des contrats de 3 ans. Et donc, en fait, si on n'a plus ces droits-là, ben, on ne saura plus te faire travailler, donc on va devoir te virer, mais ça, on ne peut pas, etc. Et te donner un C4, et pour toi, c'est pas bien non plus, parce que si on te donne un C4, ben, tu ne sauras pas rebondir, et voilà, c'est une règle du jeu que tu connais maintenant aussi en te lançant dans le jeu. Euh, le système est pourri, je n'y vois pas de solution parce que voilà, ce qui influence tout, c'est cette durée très courte des droits télé. Euh, voilà, je me vois un peu dans ma réflexion, mais pour dire que voilà, et que la pandémie n'a rien aidé parce que là, c'était un changement de droit télé pour tout le monde. Plus personne n'a eu de boulot, en tout cas 95% des journalistes freelance, c'est eux qui en ont refait. Ouais. Moi, j'ai tendance à considérer, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, de considérer que le journalisme sportif, c'est une bulle, comme la bulle Internet ou comme une bulle spéculative. On est dans une situation très compliquée où la structure en soi ou les structures en soi ne sont pas rentables. Donc, il faut les adosser à d'autres structures pour pouvoir les rendre rentables financièrement. Tu as des droits qui sont très courts, qui augmentent de manière exponentielle, qui sont très chers. Tu payes pas du tout les droits avec ce que tu fais payer en abonnement et il y a des moyens frauduleux en plus d'y accéder qu'on a tous déjà utilisés dans notre vie. Donc, à partir de ce moment-là, une pandémie qui tape là-dedans, mais vu que en général, une bulle quand ça pète, ben, ça touche les petits. Ben, comme dirait l'autre, c'est tout dit les petits qu'on scotch. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai échangé quelques messages avec certains de mes ex-confrères maintenant. Je sais que c'est pas drôle. Hein. Moi, je vais prendre l'exemple de Vincent Josephi qui écrit pour Le Soir, entre autres, qui est quelqu'un avec qui je garde toujours d'excellentes relations. Ben, lui, je sais qu'en fait, il est en train de devenir fou chez lui. Il écrit pas, il bosse pas, il a rien à faire. Les derniers CDI du soir ou de ces trucs-là, ben, ce sont eux qui travaillent. Et donc lui, il se retrouve démuni et ça doit être frustrant, ça doit être fatigant. Et c'est très compliqué. Et pour rebondir sur les histoires de CDI que Patrick disait, moi je sais que le dernier CDI qui a été donné à Sport, il a été donné avant que j'arrive. Donc j'ai quasiment presté 11 ans là-bas sans voir quelqu'un recevoir un CDI. Donc c'est aussi un signe de l'époque. Mais du coup, c'est aussi le problème, parce que tout à l'heure, on parlait du fait qu'il faut une passion
concrètes pour vraiment travailler dans ce domaine. Mais est-ce que cette passion s'effiloche pas à un moment? Ben, pour toi, François, oui, vu que enfin, voilà, je m'avance peut-être, mais vu que tu as changé de boulot, c'est clairement quelque chose qui a bougé. Mais le fait, on en avait parlé avec Aurélie aussi, elle est journaliste, bon, plus elle dans la presse écrite, mais pendant 10 ans, elle a été journaliste. T'es payé pas au lance-pierre, mais t'es payé vraiment pas grand-chose. C'est pas possible de faire un prêt pour une voiture, c'est pas possible d'envisager des projets à long terme. Est-ce que tout ça, à un moment, ça impacte pas aussi la qualité du travail qui va être fait derrière? Parce que forcément, il y a un moment où on se dit, ah, je suis content, j'ai un match, je vais pouvoir me donner à fond, mais il faut pas que j'oublie d'essayer de peut-être trouver un autre boulot sur le côté, peut-être une autre occupation. Ah tiens, j'ai une offre à gauche, à droite. Est-ce que je la saisirais pas? Ben, comme toi, François, ben, ton cas est intéressant, mais du coup, est-ce que du coup, tu te dis pas à un moment, à tout moment, ah, je suis quand même ouvert à une autre offre parce qu'à un moment là, ça va pas être possible, quoi. Moi, j'ai le cliché, vraiment la carrière cliché, c'est-à-dire que j'ai commencé avec plein de prestataires différents. J'ai fait de la presse régionale à Charleroi avec Sud Presse. J'ai fait de la radio et je faisais BTV. Et donc, j'avais 3 prestataires. Je devais rendre des factures différentes pour les 3. Enfin, c'était insupportable. Et puis, au fur et à mesure où ma charge de travail augmentait chez vous, ben, j'ai arrêté la presse écrite. Puis, j'ai arrêté la radio parce que ça ne m'intéressait pas et que ça payait vraiment, vraiment mal à la radio. Et donc, ben, à un moment, je suis arrivé là et en fait, en 2018, j'avais déjà pris un premier contrat à temps partiel sur le côté ailleurs pour voir. Ça s'est terminé en autre boudin et puis j'ai pris ce que j'ai pris ici. Mais en fait, à un moment, tu réfléchis et tu te dis, OK, donc j'ai bientôt 30 ans, j'ai une compagne avec qui ça va bien, avec qui je vais sans doute construire des choses. Est-ce que je touche pas un plafond un plafond de verre quelque part professionnel en fait? Est-ce que je vais pouvoir bosser plus? Bah, la réponse, moi je crois, c'était non. C'est est-ce que je vais pouvoir bosser sur des événements plus grands? Moi je crois encore là que la réponse c'était non. Et donc, à un moment, moi le dernier truc qui me manque et qui me manquera toujours, je crois, de ce pan-là de ma carrière, c'est de pas avoir pu commenter de NBA. C'est la seule frustration de rêve de gosse que j'aurais pas. Mais à part ça, en fait, à un moment, il faut juste savoir ce que tu mets comme priorité. Et c'est des curseurs que tu mets dans ta vie privée, ta vie professionnelle. Et à un moment, je me suis dit, en fait, moi, ma priorité maintenant, c'est d'avoir une stabilité, de rattraper un petit peu parfois les petits couacs financiers que j'ai eus par le passé, d'avoir une situation stable. Et de fait, si il y a un an, je signais dans mon boulot actuel. Si j'étais resté journaliste sportif, la crise, elle m'aurait frappé de plein fouet, j'en aurais pris plein la gueule. Et évidemment que tous les matins, depuis 3 mois, je me félicite d'avoir changé ça et de ne pas devoir vivre au crochet de ma femme et de ne pas devoir un peu m'accrocher. Et je sais que Patrick, même s'il dit que la situation se passe bien pour lui, en fait, pour s'accrocher là-dedans, il y a beaucoup de sacrifices à faire aussi, hein, et que c'est des samedis soirs qui passent pas avec sa famille, c'est des dimanches après-midi qui passent pas avec ses enfants, et il y a beaucoup de sacrifices personnels à faire là-dedans pour durer aussi. Oui, Oui, clairement, clairement ça, ouais. Je confirme. bah oui, c'est ça. Mais après, c'est un peu le problème quand on sait qu'on signe là-dedans. On sait que malheureusement, les week-ends c'est foutu, les jours fériés c'est foutu, les grandes vacances, s'il y a des événements sportifs plus importants, c'est foutu aussi. Donc c'est vrai que là, on signe directement là-dedans. Et effectivement, comme tu dis François, à un moment, ça s'effiloche et puis on se demande où on veut aller. Et du coup, effectivement, on prend son chemin à gauche ou à droite, mais en tout cas, on prend un chemin, on prend une décision à un moment, quoi. Ouais, mais je pense que le point que dit Greg, Ouais, dans le qui chat, hein. Donc, dans le chat, je vais juste poser la question pour après pour la VOD. Mais donc, Greg dit dans le chat, cela ne vient-il pas également d'un manque de diversité au niveau des programmes sportifs dans les médias belges? Un commentateur sur Eurosport, par exemple, a la possibilité de présenter plusieurs sports, alors qu'en Belgique, on semble se conditionner à un journaliste par sport. Cela semble légèrement bouger ces dernières années. Après, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez qu'être dedans. Effectivement, c'est peut-être un en peu fait, le il y a cas dans pas pas de mal de droit. choses. Pardon? Factuellement, c'est pas possible. Enfin, moi, je connais les journalistes qui peuvent vivre d'un seul sport qui n'est pas le foot sur les doigts d'une main, ça n'existe pas. Et des journalistes multisports, c'est très compliqué aussi. Tu peux pas, t'as pas. En fait, on paye aussi un petit peu, hein, la proximité culturelle et la proximité de langue avec la France. Là où les Québécois, ce sera encore autre chose, ils ne peuvent pas se permettre de reprendre des commentaires français, mais nous, ce n'est pas un problème du tout. On va rediffuser des choses en français, même à l'époque où je bossais sur le sport, où on rediffusait pour une bouchée de pain les droits du rugby français, du top 14. Évidemment que ce n'était pas commenté in-house, puisque les gens qui sont là-bas sont plus
compétent, qu'il y a un commentaire français qui est fourni gratuitement avec, lié à la collaboration avec Canal+. Et c'est comme ça souvent. Et les droits qui sont achetés par Eurosport, ben, en fait, il n'y a aucun intérêt économique à Eurosport de dire ah ben, finalement, le petit François ou le petit Patrick qui s'y connaissent bien en basket, mais en fait, on va créer 2 flux français, français-belge et français-France. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une configuration de clavier que tu peux changer. Hein. Ouais, bien sûr, Ça coûte bien une sûr. cabine, les micros, le journaliste qui te coûte 300-400 balles brut, les moyens techniques, le faisceau et tout ça. Ben, au final, on paye ça hein, finalement en Belgique. Les journalistes qui vivent d'autre chose que du foot, c'est quoi? C'est 10% de la population. Je ne sais pas si Patrick a une meilleure vision que Ah, moi là-dessus, mais c'est très peu. non, non, même pas. Tu dois être accroché au foot. Hein. Il y en a. Si tu prends les commentateurs cyclisme, ils doivent quand même tous faire du foot à un moment, que ce soit Rodrigo, Laurent Bouvier, peut-être à moins de mesure avant son changement de poste, et d'autres. Voilà, oui, il y a peut-être un exemple, c'est Gaëtan Vigneron sur la F1, mais il est quand même passé par du foot dans ses premières années aussi. Et il Donc, présente quand même encore les week-ends sportifs ouais, aussi. voilà, et il est employé sur autre chose et dans un autre rôle. Donc, le foot est indispensable voilà, parce que c'est le seul sport télévisué régulièrement en Belgique. Voilà, même une saison de cyclisme, ça dure très peu de temps. Tu as une course, donc tu as besoin de un commentateur. Tu n'as pas 4 courses en même temps, comme tu peux avoir 4 matchs de foot en même temps ou la même journée. Euh, voilà, les JO, c'est une fois tous les 4 ans. Les championnats d'athlétisme, c'est aussi tous les. Voilà, parce qu'on n'a pas de Belges assez forts pour être présent en meeting. Ça a été un moment avec les Borlés, à ce moment-là, d'ailleurs, vous, à diffuser l'athlétisme, enfin BTV. Mais depuis qu'ils sont un peu rentrés dans le rang au niveau international individuel, voilà, on met plus l'athlétisme en avant. Tu as le tennis maintenant avec Goffin. Alors là, on peut le suivre régulièrement. Mais ne pas être attaché au foot, c'est quasiment impossible. Quasi. Ouais, et puis, enfin, moi j'ai suivi un peu, donc je suivais beaucoup le cyclisme. Il y a même eu d'ailleurs une petite prise de bec à ce moment, je pense il y a 3-4 ans, je suis plus très sûr, mais entre Benkens et Maxime Montfort, où Benkens parlait un peu de la carrière de Montfort, qui aurait pu peut-être être leader ou quoi que ce soit, et Montfort qui avait répondu dans la presse en disant quand on suit 4 courses par an, c'est difficile de voir ce qu'on fait comme travail à l'année. Maintenant, c'est difficile aussi, comme on dit, de faire du multisport, c'est-à-dire que, comme tu disais François tout à l'heure, à un moment, on perd de l'influx pour son sport principal, et du coup, on risque d'arriver vraiment avec un manque de connaissances et vraiment quelque chose de défaillant parce qu'on a dû mettre de l'influx, parce qu'il faut faire un peu de presse régionale, parce qu'il faut faire des chats écrasés, parce qu'il faut faire ce qu'on a un peu euh, critiqué RTL à cause de ça, justement. Hein, donc, Bah, je pense tu peux toujours tirer le biais avec la France, parce que la France, c'est ce que devrait être notre système si les structures sportives avaient les reins assez solides, étaient assez professionnelles, si on avait une ligue de basket qui était saine, si on avait une ligue de rugby qui était saine et qui fonctionnait et qui attirait du monde dans les stades, si on avait tout ça. En France, ils ont tout ça, ils peuvent se permettre de beaucoup plus encadrer ce genre de choses. Ils sont 6 à 7 fois plus d'habitants, ça a aussi un impact. Et donc, bah, tout ça, quand tu habites sur un timbre-poste, c'est compliqué. Hein. J'ose même pas me poser la question du journaliste sportif au Luxembourg. Hein. Ils sont quoi, 60 000 habitants. Bonne chance pour émerger là-dedans et amener quelque chose à ton niveau national. Dans l'ensemble, en fait, on paye le fait d'être un petit pays aussi, hein, tout simplement. On n'a pas les reins assez solides pour entretenir 24 clubs pro de foot, donc encore moins de sports moins populaires, même s'ils le sont forts, de basket ou d'autres choses, ou de volley. Et nos chaînes non plus, petit pays, pas les reins de s'acheter les droits de choses très grosses. Et donc, en fait, tu n'as pas de ligue interne qui vaut le coup, et les championnats étrangers sont trop chers, donc tu as très peu de droits. ouais. Et ce problème de droit, donc on en avait parlé aussi avec Aurélie dans la première interview. J'aimerais bien en parler une fois donc avec Christine Schrader, même si je sais que ça sera peut-être pas évident de dire tout ce qu'elle voudrait dire pour pas de se mettre en porte-à-faux, mais on a un vrai problème de prix des droits des compétitions au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est déjà un énorme problème chez nous. Ça commence à être un gros problème en France aussi, parce que maintenant en France, si on veut pouvoir regarder tous les matchs de Ligue 1, je pense qu'on est à quelque chose entre 75 et 80 euros par mois d'abonnement entre les différents services qui proposent chacun quelques matchs.
on est vraiment en train, en plus ça explose, c'est toujours vers le haut. Est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas vraiment un problème où tout simplement, en Belgique, on ne pourra plus proposer de football? Bah, celui qui croit que le championnat de Belgique de football vaut 100 millions par saison, il est On est d'accord, hein? délusionnel, comme on dit en anglais. Il a fumé un gros coup. Un jour, ça va se prendre le mur, hein. À chaque fois, ils ont la chance de trouver un extérieur qui vient concurrencer et qui arrive à mettre les 10 millions supplémentaires. Cette fois-ci, c'est Eleven et c'est tant mieux pour les clubs qui vont toucher plus d'argent et tout ça. Mais finalement, est-ce que c'est pas juste une bulle qui va péter encore une fois? Moi, je pense qu'à terme, on va avoir des problèmes. Il y a des gens qui vont rester sur le carreau d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça pètera violemment ou est-ce que ça va juste se dégonfler? Par contre, je ne peux pas le dire. C'est difficile à prévoir, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est pas encore arrivé, ça pourrait arriver. Ici, on a peut-être un déclencheur qui va faire que voilà, il va y avoir une situation économique mondiale changer et on verra bien où ça nous mènera. Mais il y a quand même un exemple, on diffuse plus de championnat de France en Belgique depuis 2 ou 3 saisons. Pourquoi? Parce que la France est mise à demander, sous prétexte qu'ils ont Neymar dans leur championnat, des montants astronomiques aux chaînes belges. C'est pas qu'elles ne sont pas intéressées par le championnat français, mais quand elles font leur rapport coût à dépenser, parce que le vendeur de droits, c'est pas la fédération française ni la ligue professionnelle, c'est beIN en France qui est détenteur des droits à revendre à l'étranger. Ils n'ouvrent pas les discussions à moins de 2 millions d'euros. Ouais. Tu ne sais jamais rentabiliser un championnat aussi intéressant que celui de la France, même s'il y a des Belges dedans, etc. Tu sais pas le rentabiliser de fait sans devoir augmenter tes abonnements. Et Non. aucun téléspectateur qui a déjà quand même, s'il s'abonne intelligemment, accès à tous les grands championnats, ne rajoutera 2 ou 3 euros par mois pour suivre la Ligue 1. Non, c'est surtout pour suivre un Toulouse-Amiens. En fait, le problème de la France, ben, c'est surtout qu'il y a le PSG et c'est tout. Je veux dire, il y a plus, enfin, il y a plus de grands classicos, il y a plus de grands matchs, c'est très difficile. Ils sont aussi dans une situation très compliquée, donc effectivement, encore essayer de négocier ces droits toujours à la hausse, ça va être compliqué. Même si maintenant la Première Ligue, de toute façon, il faut l'acheter parce que c'est le seul championnat avec l'Espagne qui est vraiment bankable, mais ça coûte enfin, je connais pas le prix, mais ça doit être des prix complètement Non, mais astronomiques, quoi. à un moment, si tu te dis que 2 millions pour le championnat de France, ça te rapporte rien, c'est pas rentable, bah, tu vas mettre ces 2 millions-là dans l'augmentation des coûts de la première ligue, justement. C'est certainement c'est le calcul qui a été fait Bien à vous à sûr, une époque. Et bien c'est ce sûr. que tu as économisé d'un côté, bah, tu as pu le remettre pour garder ton produit phare. Parce que c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi que des produits n'ont pas été poursuivis. Moi, je suis arrivé à BTV à l'époque où on avait le championnat d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie. Je pense que tout ce qu'on n'avait pas, c'était la Liga et on avait encore la NBA aussi. Quand je suis parti, on avait la Première Ligue et le championnat de Belgique. Donc, à un moment, ben, tu sais aussi que c'est plus difficile. Bon, après, les affaires Netis, on ne va pas en parler non plus. Je ne sais pas quelle Ah, influence. on n'a pas 12 heures pour insulter des gens, donc on va. Non, on n'a pas que ça à faire. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, ben, en fait, on sait que les chaînes n'ont pas de thunes, qu'elles ne sont pas rentables, que ben, c'est pour vendre des décodeurs, mais que les gens, qu'on leur mette la télé ou pas, ils vont acheter des décodeurs en Belgique. Hein. Ils n'ont pas le choix. Non, c'est ça, Pour bien avoir sûr. la télé, pour avoir Internet, tu n'as pas trop le choix. Moi, j'ai un décodeur télé chez moi, il n'est pas branché, mais j'ai dû le prendre dans mon abonnement. Pas eu trop à réfléchir. Donc, il est rangé dans un tiroir. Mais à un moment, ben, en fait, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'investir des sommes dans le foot à travers les schémas économiques qui sont censés y amener de l'argent, d'autant plus avec la dématérialisation et le fait que tout va passer par la fibre et tout ça, et la 5G, si un jour ça passe, Compliqué. je crois qu'à un moment, on va dire que c'est plus rentable. Ah, bien sûr, Et, bien et, sûr. ça, et ça va faire mal aux journalistes sportifs et à nos collègues, et ça va faire mal au championnat, et ça va encore être moins drôle, je crois. Oui, déjà que bon, le championnat belge, pour l'instant, est dans une crise assez forte. Il suffit de voir les rachats, les faillites. Allez, enfin, j'en parlais justement avec Aurélie la dernière fois, c'est le Standard qui n'a pas sa licence. On est sur un des clubs qui a sûrement les plus fervents supporters, qui a le plus d'investissement, un des clubs qui a les plus gros joueurs. C'est compliqué quand un club comme ça commence déjà à avoir des difficultés financières.
effectivement, ça commence à devenir difficile. Maintenant, c'est aussi un problème de budgétisation où, dans les budgets de base, on compte déjà les reventes de joueurs. Donc, du coup, si on ne revend pas les joueurs assez cher, on a déjà des trous. Ça, c'est encore plus compliqué et on ne peut pas tous avoir des bons gestionnaires à la tête du club. Maintenant, Greg soulève un point intéressant aussi dans le chat. Est-ce qu'à l'avenir, une mutualisation des droits français-néerlandais, comme ça se fait avec Eleven et Proximus Sport, ça pourrait arriver donc entre RTBF VRT, RTL VTM? Bah, enfin, pour le championnat belge, actuellement, c'était déjà le cas avant. Là, c'est parce que Eleven achète et va tout essayer de revendre ou faire sa chaîne. Enfin, je sais même pas quel système ils vont faire. Mais tous les diffuseurs d'Internet étaient quasiment, hormis Orange, étaient impliqués d'une manière ou d'une autre, puisque tout ce qui est Base passait par Telenet, que Proximus était dedans, que vous êtes dedans, ben, en fait, tout le monde y était presque. Et à un moment, ben oui, c'était déjà mutualisé pour des raisons intéressante parce que l'exclusivité n'a déjà plus de sens depuis 10 ans. Et c'est pour ça qu'elle n'y est plus. Donc, à un moment, la mutualisation, elle existe. Est-ce que tu vas pouvoir mutualiser la première ligue via Eleven? Est-ce que ça va tenir? Moi, je pense que c'est vraiment un emplâtre sur une jambe de bois pour utiliser des expressions de 1860. C'est-à-dire que ça va prolonger pendant un moment, c'est bien, mais à un moment, on va quand même se prendre le mur. Ouais, clairement. On va revenir, enfin, on va arrêter un peu de parler de droit et j'espère que j'aurai une fois Christine pour en parler un peu plus longtemps. Mais Non. pour- coucou. Mais pour revenir un peu au journalisme, donc là on a parlé, enfin, c'est un peu la difficulté du journalisme, mais est-ce que vous avez quand même de bons moments dans le journalisme, mais du coup, est-ce que le fait de côtoyer tous ces joueurs qui vous ont peut-être fait rêver plus jeunes ou aller dans des stades qui font aussi rêver, ben toi Patrick, tu as fait certains des plus grands stades du monde, hein, on peut le dire, mais est-ce que du coup, vous sentez vraiment que vous êtes acteur du milieu ou bien vous ne restez qu'un observateur externe, dans le sens où depuis maintenant quelques années, les joueurs de foot sont devenus plus des influenceurs intouchables où on ne peut pas les avoir parce que le club ne veut pas qu'on les donne. Si on l'a, on peut poser que 6 questions et surtout pas par rapport au club. Est-ce que ça ne devient pas un peu trop fermé et impossible de casser cette licicitude, je ne sais pas si ça se dit, du footballeur actuel? Mais moi, je trouve pas ça si dérangeant que ça, en fait. J'ai limite plus un problème avec cette espèce de fausse proximité et dans tous les milieux du journalisme que les journalismes entretiennent avec les gens dont ils parlent. Je vais pas parler de sport, mais enfin, voilà, les journalistes politiques, ils tutoient les ministres, ils les voient, ils s'envoient des SMS, ils donnent du haut, etc. C'est 3 fois plus malsain que le journalisme sportif parce qu'en plus, c'est des enjeux qui touchent beaucoup plus de monde et de gens. Donc, moi, voilà, le fait de ne pas trouver sa place, que tout le monde reste bien à sa place, qu'il y ait des échanges. Évidemment, ça me dérange quand un club communique sur l'interview exclusive de son entraîneur ou de son président parce qu'au final, voilà, le mot exclusif, ça m'embête, c'est un mot important dans le public, etc. Et donc, dire, bah, en fait, non, voilà, on a pris la télé du club, et waouh, super, une interview exclusive. Ça, c'est un peu ennuyant parce qu'il n'y a pas de contradiction. Mais par contre, voilà, que chacun soit à sa place, que quand tu demandes une interview, on te la donne. Peut-être que je suis un peu naïf ou chevalier blanc, mais j'ai envie que je préfère que ça se passe comme ça, quoi, que tu te la demandes, on te la refuse, on te la donne, tu viens, tu poses tes questions. Si on t'a donné un quart d'heure, c'est à toi d'être bon dans ton quart d'heure, tant pis. Euh, voilà, donc moi ça me dérange pas, ça me dérange pas trop qu'il y ait de la distance, que les mecs communiquent un peu comme ils le veulent avec des boîtes de com. Au final, on les a jamais aussi bien connus. Il y a pas de filtre, ou il y en a peut-être, mais tu as quand même, voilà, t'as eu Kabasele la semaine dernière. Voilà, le type se livre, il tweet lui-même, voilà, et tu découvres des mecs super que tu n'aurais peut-être pas découvert d'une autre manière sur des interviews hyper institutionnalisées à l'ancienne. Donc voilà, c'est l'air du temps, c'est comme ça, il faut s'y adapter. Et moi, je vois pas trop de problème. Évidemment, dans un monde idéal, ok, chaque journaliste aurait accès à chaque joueur 3 heures par mois et tu aurais des super échanges et super discussions, etc. Mais ils sont tous pères de famille, ils ont tous autre chose à faire, ils doivent s'entretenir physiquement, ils ont plein de sacrifices. Donc moi, voilà, je suis content avec ce qu'ils nous donnent. J'en voudrais évidemment plus, mais je comprends qu'ils nous donnent que ça. Je vais être d'accord avec ça dans l'ensemble. Enfin, j'ai l'impression que Patrick et moi, on a toujours eu le même principe, c'est-à-dire que
Enfin, moi, je ne vais pas aller gratter, coller les joueurs en fin de match pour me dire, enfin, j'ai autre chose à branler, franchement, et eux aussi. Je suis bien content quand ils te serrent la main, quand ils font un détour pour te dire bonjour, parce qu'ils voient quitter. Celui qui m'a toujours marqué dans ce cadre-là, c'est toujours Daniel Milicevic qui a fait Charleroi, Eupen, Gand. Le mec, il t'a vu 2 fois, tu commentais son match contre Ostende, il s'en fout, il fait le détour, il vient me serrer la main, il vient me dire bonjour. Limite, il s'arrête 2 minutes, il te parle. Mais voilà, et c'est tout ce que j'ai besoin. Et j'ai pas besoin de son numéro, j'ai pas besoin d'aller manger chez lui avec sa femme. Enfin, ça m'intéresse pas. Par contre, c'est clair qu'il y a certains comportements dans certains clubs qui te rendent la vie plus compliquée. C'est le problème, je ne vais pas dire du G5, mais de certains membres du G5, c'est un problème récurrent chez certains d'entre eux. Et puis, il y a d'autres clubs où en fait, tu rentres quasiment comme si tu étais dans un supermarché, où tu dis, en fait, je voudrais lui, et on te dit, ah bah oui, il faut juste arriver à faire comprendre que s'ils arrivent à faire fonctionner ça en interne, c'est tout à l'avantage des clubs. Je pense que Watford ne muselle pas Christian Kabasele parce qu'ils savent que c'est un garçon intelligent, parce qu'ils savent que c'est un garçon mesuré et parce qu'ils savent que en fait, il va jamais dire de conneries parce que c'est un mec qui gère très bien sa communication tout seul et donc il a prouvé qu'il méritait sa liberté et il la lui donne. Et en fait, soit chez nous, personne ne mérite cette liberté, et alors il y a un problème du côté des clubs qui n'engagent que des gros débiles, soit on prend trop de protection. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème à Charleroi, à Saint-Tron, des coins comme ça. Mais quand tu vas à Anderlecht, au Standard ou à Bruges, ça reste plus compliqué, que ce soit dû à la personnalité des joueurs ou dû à la personnalité des responsables presse. Je vais parler de personnes qui sont en fonction maintenant, mais à l'époque où Sacha Daoud était au Standard, c'était franchement de la merde. C'était compliqué. C'était compliqué d'avoir des gens parce qu'ils cadenassaient trop ou bien. Parce que il avait, enfin, à un moment, ces gens-là, je pense, oublient parfois qu'ils ont été journalistes, ils oublient la difficulté de la chose, ils sont dans des postes où, en fait, ils ont quasiment le droit de vie ou de mort sur toi, parce que s'ils ne te donnent pas ton interview, ils ne te donnent pas ton interview, donc tu n'as pas le droit de les faire chier. J'ai jamais été dans des relations très pressées avec eux, parce qu'en fait, en général, si tu fais un truc, tu passes par tes mentors, et eux ont le bagou et le bagage pour assumer ce genre de relation et pousser d'avoir des interviews. Mais tu sais que, en fait, après un match à Anderlecht, la plupart du temps, tu as 20 journalistes qui se pèlent par -5. Les règlements de la Pro League disaient 3, maintenant c'est 2 interviewés qui doivent venir en zone mixte. Et si Anderlecht a perdu, tu es heureux si tu en as un 1 heure et demie après le match. Donc il y a une question de respect qui se perd aussi là-dedans, je pense. Et ça ne va pas très bien. Après, est-ce que dans l'ensemble, c'est problématique? On arrivera toujours à faire du contenu. Je pense que Patrick y arrive très bien sans ça. Il y a toujours moyen de faire des choses intelligentes si on est un petit peu débrouillard. Ouais, et du coup, c'est pas beaucoup plus difficile de faire son journalisme comme ça. On a quand même les informations nécessaires, on arrive quand même à faire ce qu'on a à faire. C'est ça que tu veux dire, Patrick, c'est que c'est pas cadenassé non plus où il y a zéro info qui sort, mais il faut quand même réussir à séparer le grain d'ivraie, quoi. Oui, et je crois que de nouveau, pour en revenir à un cas personnel, on fait de la télé, on fait du live sur des matchs. Donc nous, c'est facile. Moi, c'est facile. On a un match, on a 90 minutes. Oui, on doit connaître le contexte, on doit connaître le contexte tactique, le contexte émotionnel, le contexte relationnel même d'un club. Puis on arrive, on a 90 minutes. Les chaînes de télé qui diffusent des matchs en live ne doivent pas, au contraire des journalistes sportifs, de presse écrite, pardon, remplir des papiers tous les jours, 3 pages, 2 pages sur le club phare de la région, etc. Et donc là, aller chercher de l'info. Nous, pour ça, il faut bien s'en rendre compte, on est vraiment tranquille, on est vraiment dans un fauteuil. Notre info, elle se vit en direct. Donc ça, c'est peut-être le danger et le risque du direct, c'est de pas dire de bêtises au moment où un truc se passe dans un match. Mais l'info, tu l'as sous les yeux. Ton info principale, c'est ce que je disais tantôt, c'est ton match et l'émotion, c'est ce que tu vas transmettre et pour accompagner le match de foot vraiment pendant ces 90 minutes. Après, tu vas faire des interviews, tu vas essayer d'aménager ta chaîne de temps en temps et c'est très gai à faire aussi. Mais c'est dans t'as moins une obligation et une pression de chercher l'info, tu vois. Voilà, tu fais une demande d'interview parce que tu te dis Liverpool va être champion, je vais essayer d'avoir Divock Origi. T'envoies un mail à l'attaché de presse, il dit je vais voir, puis il ne répond pas, puis t'envoies un mail, etc. Ça va pas, c'est pas grave parce que dans ta télé, les gens ne savent même pas que tu as raté une info. En presse écrite, si ton journal ne fait plus que 2 pages parce que tu n'as rien à dire sur le Standard, par exemple, ou sur Charleroi ou sur Anderlecht, là, ça se ressent un petit peu plus parce que c'est du quotidien.
Ouais. Donc, Oui, et puis, tu sais être tu as- beaucoup plus créatif en télé, je pense, et retomber sur une interview fusée ou quoi et la remplacer par autre chose qu'en presse écrite. tu peux, en fait, à Liverpool, tu peux comprendre que ça soit compliqué, que l'attaché de presse, il doit Mm. négocier des demandes de 25 pays ou de 45 pays qui ont les droits et d'avoir, ah oui, moi, mais en fait, le mien, il est belge, je veux Origi, et moi, je suis d'un média suisse, je veux Shaqiri, et moi, je suis d'un média sénégalais, je veux Mané, et c'est compliqué. Mais chez nous, enfin, qui s'intéresse au championnat de Belgique, hormis la Belgique? Les Tu as, Chinois? 3 journaux qui écrivent, 2 télés. Enfin, si les gens font des demandes raisonnables, ce qui est souvent le cas, je crois, de la part des journalistes, mais en fait, tu n'as aucune raison de dire non parce que tu dois expliquer à tes joueurs, mais je pense que c'est, on ne veut pas les brusquer dans certaines structures, que ça fait partie de leur métier. Alors, je comprends qu'ils aient des familles, qu'ils n'aient pas tout le temps envie de faire ça, mais il y en a, bah, tu sais, qui vont jamais parler, sauf à ceux qui sont proches d'eux. Enfin, je crois que ça a été le cas, entre autres, avoir très belle, c'est une gageure, quoi. Alors, ils jouent pas, tant mieux, mais même à l'époque où ils jouaient, c'était compliqué, quoi. Tu l'aimes pas du coup? Je m'en fous, je le voulais pas, c'est pas mon rôle. Mais c'est pour ça que je me permets de parler de trucs qui sont loin de moi, parce que c'est des choses que tu entends et tout ça, et tu sais qu'avec certains, c'est plus compliqué. Moi, j'ai jamais été au point de courir après quelqu'un, parce que moi, mon rôle, c'était de m'occuper des petits clubs, hein. Moi, à Charleroi, j'ai pu emmener Felice Mazzu au restaurant avec le coach du Spirou de l'époque qui s'appelait Fulvio Postalini. On m'a juste dit, ah ok, tu veux l'emmener au resto? Oui, Felice, il a dit ok. Et en fait, j'ai passé une bonne soirée avec eux et ça m'a pris un appel. Franchement, un appel à Felice et un appel au responsable presse, à Pierre Hendrix. C'est tout. C'est C'est ça, tout je ce que crois je peux qu'on raconter. on se formalise vite sur les refus et les inaccessibles, alors qu'on n'est qu'en Belgique, etc., et qu'ils devraient être accessibles plus. Mais tu as quand même beaucoup de clubs où ça se passe bien et où, voilà, où les gens font leur boulot correctement, je pense. Un ou deux énergumènes. Parfois, c'est comme François le disait, c'est inhérent à la personnalité de l'attaché de presse, c'est inhérent parfois à la pression qu'on met sur l'attaché de presse aussi et qui veut bien faire son travail. Il faut parfois reprendre le contexte global. Si au-dessus de lui, il a un directeur ou quoi qui ne veut pas que ses joueurs parlent, lui, il te dira non, il te dira non sèchement et il prendra pour lui parce que c'est son rôle aussi. Oui, et puis parfois, c'est un gros con. Mais comme dans tous les métiers du monde, hein, Voilà, on est d'accord. Hein. à chaque fois, c'est le fond et la forme. Mais dans le fond, je pense que oui, on pourrait être plus belge dans la manière d'aborder les choses, être plus coolos, etc. et pas se prendre la tête. Et voilà, mais c'est pas le cas. Et tant pis, on fait avec. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'on perd ce côté belge qu'on a parfois avec d'autres, où on est moins coincé du cul et c'est moins problématique. Alors, bah ouais, en fait, c'est beaucoup plus facile dans d'autres pays parce qu'il y a aussi une reconnaissance des thunes qui sont mises par Sky Sports, par BT ou par Canal en France. Et donc, bah, en fait, Canal, ils demandent, il n'y a même pas le choix parce que Canal, il met tellement de thunes dans le football français qu'ils savent que la moitié des budgets des clubs sont accordés, que les mecs, ils vont tous au CFC, ils vont tous, on leur demande, ils disent oui. Et chez nous, si tu veux voir quelqu'un à la tribune, c'est 3 semaines de négociation, c'est le journaliste qui est le plus proche qui doit faire les mesures et qui doit aller demander, et il y a des sujets qu'il faut peut-être pas aborder, et je pense qu'il y a un côté où on se prend un peu trop la tête, et les affaires ont parfois un peu pesé là-dessus, je pense aussi, mais il y a un côté où on se prend parfois plus important que des championnats qui valent 10 fois le nôtre et où ça se passe 100 fois mieux. Mais du coup, est-ce qu'on se prend pas vraiment beaucoup trop au sérieux aussi? Mais là, je prends au point de vue du football en général. Enfin, allez, moi, je me souviens quand j'étais gosse, tu faisais un petit stage de foot tout pourri dans n'importe quel petit club. Il était sponsorisé par des joueurs de l'équipe première. Enfin, moi, j'ai joué au foot à Charleroi. Ben, à chaque tournoi ou à chaque stage que je faisais, on avait toujours la visite d'un ou deux joueurs de l'équipe première. Enfin, je veux dire, c'était enfin de l'équipe première de Charleroi, je veux dire, c'était normal à la limite, et il venait de bon cœur, et il venait taper la balle avec nous. J'ai l'impression que maintenant, c'est fini, c'est plus possible. Si c'est pas une opération de communication où on a dit, ok, n'oublie pas d'aller là, mais du coup, on a amené 6 personnes pour les réseaux sociaux, 3 personnes pour filmer, et deux attachés de presse pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais mots qui se disent. On sort plus, on va plus à la rencontre. Il n'y a pas vraiment un mur qui s'est dressé entre le football et les fans de foot. Je pense pas à ce point-là. Je pense qu'on on ne vit plus. C'est parce qu'on voilà, On a changé d'époque. Hein.
on a changé d'époque et je pense qu'il y a encore des démarches comme ça qui sont faites et je le sais. Un Laurent Simon passe encore sa tronche dans les clubs du coin. J'ai vu pendant le confinement une fois, il a été, et c'est juste parce que j'étais ami Facebook avec la personne, mais il était amené un gâteau d'anniversaire à une jeune joueuse de foot, etc. Et ça n'a pas été mis en avant par le Sporting, ni rien, etc. Moi, c'est juste parce que je suis ami avec le papa de la jeune fille qui a reçu le truc. Je me suis dit, ah, ben, ça c'est cool, c'est de la démarche à l'ancienne, comme tu dis, quoi. Et ça, je crois que c'est inhérent, ça dépend des joueurs, il y en a peut-être de moins en moins, parce que aussi, avant, les joueurs arrivaient plus tard dans le milieu professionnel, il n'y avait pas tout ce passage par des académies de formation où déjà on en fait des petites starlettes à 16 ans, on les met dans une bulle et donc ils ne se rendent même pas compte. Voilà. Donc avant, de fait, quand un Philippe Albert passait dans un stage de foot, c'est parce que Philippe Albert avait peut-être fait un stage de foot à Bouillon quand lui-même avait 8 ans et qu'il s'en rappelait, tandis que c'est peut-être un peu plus compliqué pour des joueurs maintenant, même d'avoir vécu ça, donc de se rendre compte de ce qu'ils doivent apporter. C'est un changement d'époque, mais je pense qu'il y en a. Après, à l'époque, voilà, le joueur, il venait signer 3 ballons à ton stage de foot, mais il s'investissait pardon, pas plus non plus dans tous les côtés sociaux, etc. Maintenant, ils ont tous l'organisation de charité, enfin voilà, et plein de trucs comme ça. Donc voilà, ils fonctionnent juste à plus grande échelle. Ils sont plus investis à plus grande échelle. Les clubs ont peut-être donné plus de structure à ça, donc ça apporte peut-être plus oui, de structure, donc de résultats. Voilà, à la place de voir 10 enfants à un tournoi de foot, ils en voient au final 50 dans un hôpital parce que c'est organisé par le club et c'est très important aussi. Et tant pis s'il y a de la com, ça fait quand même rêver les enfants. Et c'est ça le but. Donc voilà, c'est juste que ça a évolué avec le temps. Tout était sans doute pas mieux avant, c'était peut-être plus charmant avant, mais voilà, il faut encore voir du positif dans ce qui est fait maintenant. Il reste du positif, hein, mais après, je pense que tu vas alors plus retrouver ça au plus le club sera petit, au plus la structure sera humaine, au plus tu auras des êtres humains derrière le truc, au plus ça va aller. Mais c'est clair que dans les grosses structures, je pense que ça devient compliqué d'avoir un truc pas organisé parce qu'il y a, je pense, beaucoup de demandes, qu'on espère beaucoup, et, et, et qu'en même temps, bah, tous ces mecs-là, en fait, ils y sont pas forcément. Il y a aussi moins de joueurs du cru, je crois aussi, qui ont fait justement, comme Philippe Albert, ses stages et qui sont passés par là. On a beaucoup de filières étrangères pour recruter. Tu sais pas faire une liste forcément de tous les joueurs qui ont fait ces stages chez nous. J'aime bien Charleroi, mais tu es quasiment obligé d'aller chercher Dorian de Soleil. Tu vois, maintenant, si tu veux quelqu'un qui Ouais. représente le cru et la région, tu as quasi que ça dans tes 23. Donc, c'est compliqué à gérer. Je pense que les clubs ont tout à y gagner à s'ouvrir, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que les joueurs y sont ouverts? Enfin, c'est une question d'identité et de mentalité en interne aussi. Ouais. Ben, pour revenir sur Laurent Simon, Patrick, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé quelques soirées en fait, parce que c'est un très bon ami à moi. Donc on s'est retrouvés à un mariage ensemble. Non, On s'est c'était retrouvés. Pardon? c'était de Soleil, hein, mais Ah ok. c'est parce que, mais, Mais c'est- Ciment, mais c'est le même type de mec, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je le répète à chaque fois, c'est un gars avec qui on avait parlé des heures. Enfin, on lui a cassé la tête parce qu'on était à un mariage. En plus, on avait un peu picolé, machin. Mais il était le premier à rigoler avec nous. On a été faire un barbecue au lac de l'Odeur. On a fait un foot. Il a joué avec nous. Il faisait des ciseaux dans le truc. J'ai été l'interviewer pour mon mémoire de fin d'année que j'avais fait sur l'organisation de de la Coupe du Monde en 2018-2022. Et on avait été jusque Courtrai, il était resté avec nous jusque pas d'heure pour faire des plans. Nous, on était tout pourris à la cam, on n'en touchait pas une. Et il était là avec nous à rester tout le temps. Franchement, pour ça, Simon, c'est vraiment un gars ultra cool. Ouais. Mais Non, les mais gars, on oui, en a encore, c'est clair. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. J'espère qu'il y aura encore des gars comme ça. Et c'est vrai que, ben, comme disait François, maintenant, les clubs ont leur filière très tôt de recrutement. On n'a plus des joueurs comme ça qui viennent vraiment du cru, ou en tout cas très très peu. D'ailleurs, ça se symbolise par le fait qu'il n'y a plus de joueurs qui restent toute une carrière dans le même club parce qu'ils n'y sont plus attachés, autre que financièrement. Je veux dire, avoir un Maldini, un Totti, un Gerrard, un Ramos ou des gens comme ça maintenant, ça va être extrêmement compliqué. Des gens qui vont être tenus à un seul club, je pense que on va tout doucement vers la fin de ce type de joueurs qui représentent des clubs. Donc ça, malheureusement, je pense qu'on n'y échappera pas. Ah, oui, en fait, la seule possibilité pour en avoir, c'est juste tu les sors dans ton académie et ton club reste performant C'est pendant ça. tes 15 ans de carrière. Ça pourrait arriver avec Alexander Arnold, ça pourrait arriver
avec Asensio au Real, parce que voilà, les mecs ont été formés là et que s'ils prestent en étant formés là, alors ils resteront là. Ça reste dans le domaine du possible, mais oui, il y en aura de moins en moins parce que les tentations sont quand même Ouais. intéressantes de partout aussi. Surtout qu'Alexander Arnold avait reçu une très belle offre de City, qu'il a refusé là, mais c'était pas rien, je crois. On parlait de 60 millions ou 70 millions, je pense, pour lui, donc pour un arrière, c'est assez conséquent. Mais les gars, maintenant je vais vous poser juste quelques petites questions pour terminer. Donc chacun son tour, on va commencer avec Patrick. S'il y avait eu une interview que tu aurais voulu faire, une seule, d'un joueur, d'un entraîneur, d'une personne du monde du football, passé, présent ou futur, si tu l'imagines, ça aurait été qui? Euh, quand une- Ouais, je sais pas, est-ce qu'elles sont encore possibles dans mes grands rêves sportifs. Voilà, moi, si. Je crois que les deux en face de qui je perdrais mes moyens, ce sont Steven Gerrard et Zinedine Zidane. Voilà. Mais donc, pourquoi pas, hein, on sait jamais. Donc voilà, ça c'est pour le domaine sportif. Et sinon, mais ça c'est plus familial et très personnel. Je crois que j'aurais bien aimé interviewer mon papa en tant que président de club à l'époque. C'est pas mal. Et du coup, est-ce qu'à Gérard, t'aurais posé la question, est-ce que vous pensez encore à votre glissade contre Chelsea? Non, parce que je sais qu'il y pense. Mais il y pense pas tout le temps, je crois. Ouais, je crois il a encore le bout d'herbe sur lequel il a glissé qui a mis devant une Bible satanique chez lui, je pense. Et toi, François, même question. Toi, Bah, allez, je te laisse partir aussi dans le basket. Je sais que c'est ton sport. ouais, moi, ton- ce serait plus là, je crois, hein. Évidemment, je crois que je mourrais de gêne devant Michael Jordan. Ouais. Euh, je Bon, crois que visiblement, un whisky et un cigare, ça passe. Hein, donc, ouais, mon summum, parce que c'est vraiment lui qui m'a fait tomber amoureux de mon sport, c'est Vince Carter, je crois. Mais il paraît Vince qu'il. Carter, pour moi, franchement, ça représente beaucoup de choses. Ouais, je peux comprendre. Et au niveau du football, pour revenir quand même dans le truc. Une fois que tu as fait Laszlo Bologna, tu as fait beaucoup de choses. Pas trop Non, mais déçu ouais. qu'il soit plus là. Bah moi, je suis parti avant lui. Hein. J'ai senti qu'il allait se barrer. Mais non, bah ouais. Honnêtement, pas grand monde parce que l'avantage de pas être de ce sport-là à l'origine, c'est que j'étais pas fasciné par les grandes légendes. Elles sont très intéressantes et j'aurais été très heureux de les interviewer, mais honnêtement, pas au niveau de fascination qu'un Patrick aurait devant Zizou ou Steven Gerrard. Donc, non. Mais si on me mettait devant Vince Carter, je serais pas bien. Ok. Et alors, je vais reposer encore une question à chacun. Si vous vouliez entendre quelqu'un dans une interview comme ici, où on prend une heure, où on tourne un peu, comme celle qu'on a fait la semaine passée avec Christian Cabasele, quelle serait la personne que vous voudriez connaître un peu plus, approfondir un peu son parcours, des choses comme ça? François? Moi, je pense que Patrick, il peut travailler sur le dossier de Christine. Moi, comme ça, je sais pas. Il y a des gens, je serais curieux de savoir comment ils réfléchissent, mais plus parce que je les comprends pas. Euh, on n'en a pas parlé, mais je pense, on a doucement pensé à lui sur certaines phrases, mais je serais très curieux d'avoir une longue discussion avec un David Stegen, par exemple, à Anderlecht, pour savoir comment est-ce qu'il envisage son travail, sa fonction et ses responsabilités. Je suis très curieux. Après, il y a des gens sans doute qui seront beaucoup plus ouverts à l'idée et avec qui ça se passera beaucoup mieux. Mais comme ça, au premier truc levé, je serais très curieux de te voir parler à un arbitre, entre autres. Parce que je pense qu'on ne les entend pas assez. D'accord. C'est vrai que honnêtement, j'y avais vraiment pas pensé. Et tu verrais Mhm. lequel dans ceux Ah, qui sont maintenant, ou bien les anciens hein, aussi. Je pense que dans ceux qu'il y a maintenant, il y en a qui vont pouvoir s'exprimer parce qu'ils sont plus à l'aise. Je pense que Patrick aura plus d'idées sur les noms et parce qu'il a plus l'expérience du bord terrain dans les gros matchs et donc il sait un petit peu qui pourrait porter ce genre de truc. Mais je pense que ce serait un angle intéressant de voir voilà, qu'est-ce qu'on pense d'eux, même dans la foulée du truc, à quel point leur métier est difficile et à quel point
En fait, on nous crache dessus sur moi, enfin, on crachait sur moi, on crache encore sur Patrick parfois. Alors, les arbitres, c'est encore un métier beaucoup plus difficile. Faut être masochiste hein, pour être arbitre. Parce que Ouais. là, on parle des arbitres à haut niveau, mais pour avoir joué en provincial pendant des années, ils passaient pas des bons moments. Hein. Et que ce soit en junior ou en provincial, il y en a qui partaient sous combi de flics parce qu'ils étaient menacés des deux équipes. Il y en a qui se sont fait taper quelques fois. Enfin, moi, je pense que pour être arbitre au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà vu des bagarres générales sur des arbitres alors qu'on était en corpo ou en amateur où il y avait rien à gagner, quoi. Le champion a gagné un ballon et des chasubles. Donc voilà. La gestion des émotions et le foot. Hein. Mais oui, non, mais monsieur, si je peux te citer un nom, Jonathan Lardo est très sympa, très accessible et justement a bien les pieds sur terre. Je pense que ça pourrait être un bon client. Et c'est une bonne idée, l'arbitrage. C'est ça l'idée, je pense, c'est d'essayer de voir le foot dans tous ses angles et d'avoir des discussions. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire et qui restent assez discrets. Donc ouais, un arbitre, c'est une bonne idée. Ok. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose, s'il y a quelque chose que vous vouliez dire ou un sujet que vous voulez aborder ou bien juste un dernier mot, une dernière citation comme on en a fait deux, trois. Mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire chacun pour clôturer ce volet sur le journalisme sportif. Je pense qu'il y a des moments où on a parfois été un peu, enfin, en tout cas moi, un peu plus sombre sur les choses qui m'ont fait quitter, mais c'est pas non plus, enfin, honnêtement, ces 10 années de ma vie que je referai les yeux fermés. Et si on me demande demain de les revivre et de les refaire, je le refais. Enfin, j'ai rencontré des gens géniaux, j'en ai gardé des amis, des gens avec qui je m'entends bien. Et donc, enfin, ça restait une belle expérience. Et si c'est un rêve de gosse pour certains, ben, en fait, il faut y aller. Parce que c'est pas. Moi, j'ai pu décider après 10 ans d'arrêter de faire ça parce que j'avais d'autres priorités. Mais en fait, je vais pouvoir toujours regarder en arrière et me dire que j'ai fait ce que j'avais voulu faire. C'est beau. C'est beau. Ouais, franchement, c'est Une beau. larme. Franchement, tu ris, mais c'est beau. Je savais pas que tu pouvais être émotif, François. Pour avoir habité avec toi pendant 5 ans, franchement, je m'y attendais pas, celle-là. Hein, je te cache pas. Et toi, Patrick, je sais pas si tu as quelque chose pour clôturer. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi, d'aussi beau, ça, c'est chaud. Hein. Ouais, là, tu passes après difficile. Là, je te Ouais. cache pas, j'ai été Non, mais surpris, surpris. l'idée au moins de tenter de réaliser son rêve de gosse, ça c'est d'office. Et juste avoir en tête, moi c'est la citation que je fais fort mienne pour le moment. Le problème c'est que je sais pas qui l'a dit. Le foot c'est la plus importante des choses pas importantes. Et je trouve que ça permet bien de relativiser et le métier de journaliste et le monde du foot et plein de choses. Quoi. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir moins de 3 mois en arrière pour se rendre compte qu'il y a des choses beaucoup, beaucoup plus importantes que le foot dans la vie et que plein de choses. Donc, voilà, c'est ma petite phrase que je garde en tête pour quand ça va pas, ben voilà, c'est pas grave, on décroche, on passe à autre chose et on repart de l'avant, c'est bien aussi, non? C'est pas mal. Moi, ouais. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Je suis désolé, mais François gagne sur l'émotion de dernière Ouais. minute, sur le buzzer. Mais, Ça fait un an que je garde mon talent en moi. en tout cas, je vous remercie énormément d'être passé dans la buvette boire un coup. Ça a été très carolo du coup aujourd'hui, hein, mais franchement, c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment des métiers qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir un peu plus en profondeur aussi. Donc voilà, je vous remercie vraiment énormément tous les deux d'être passés. J'espère que vous pourrez quand même passer une bonne soirée. Quelle heure il est là? Il est Bon, ça 20h45. va. Ça va, c'est Ça pas va mal. encore, hein. On est tranquille. Bah écoutez, Et merci beaucoup. le match de Ligue 1 n'est qu'à 22h, hein, je C'est crois. ça, Donc, donc il y a encore le temps, il y a encore le temps, il n'y a pas de souci. Ben, Le du temps. coup, on va couper là. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Salut les gars. Ciao, ciao. ciao, Salut. ciao. Et hop. Je pense que du coup, le stream est passé voilà, sur Tarmac. Yes. Alors, donc, Voilà. Ben, les gars, en tout cas, merci. C'est cool. Merci. Merci d'être passé. J'espère que ça vous a plu. Avec plaisir. Bah, J'espère. moi, ça me fait toujours bien d'y revenir hein, et d'en parler. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, Patrick, du coup, on se Merci. connaissait pas forcément avant.
Mais Bah, de nous, ouais. merci d'être venu, en tout cas, c'est cool. Maintenant, je sais Avec... que, ouais, effectivement, t'es vraiment à 2 rues de chez moi. Moi, je suis à la rue Et François où, toi? Bovès à Montigny. C'est laquelle, celle-là? Celle, la rue parallèle au M de Bombré, juste en dessous du M de Bombré. Ah ouais, ok. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, je viendrai te filer le truc que je devais Toi, tu t'envoyer. sors au pied de l'Est, mais tu montes direct au rond-point ou quoi, Ouais, là? c'est ça, juste là. Et donc la rue fait c'est une rue en impasse qui fait un petit slalom avant de finir du coup en petit rond-point comme ça. Mais je suis là quoi. Ok, oui, oui, t'es à littéralement 300 mètres de chez moi, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah en tout cas, c'était bien cool. Ouais. Je sais pas si jamais, enfin il y aura les VOD qui vont sortir à mon avis courant de semaine quand j'aurai le temps de les monter et de les mettre en Quand tu place. feras une insomnie. De quoi? Quand tu feras une insomnie. Ouais, c'est ça. Quand j'aurai rage quit un jeu et que je partirai sur du montage. Mais non, mais c'est cool. Clairement, c'est cool. Et j'ai eu le numéro de téléphone de Mazou. Donc, je vais essayer de lui donner un petit coup de fil, voir s'il est intéressé. Mais effectivement, le truc de l'arbitrage, ça peut être vraiment cool. Bah, enfin, je trouve que comme dans le cadre de ce que nous on a fait ici, en fait, les journalistes parlent pas d'eux et les arbitres parlent pas d'eux non plus. Non, clairement. Je trouve que c'est Clairement. intéressant de faire parler des gens qui parlent pas d'eux parce que si tu veux un truc qui change, c'est le bon angle. J'ai jamais vu personne s'installer 1 heure avec un arbitre et Non, c'est sûr. voir à quel point son truc est difficile et qu'est-ce qu'il ressent quand il sort chez lui, qu'il fout ses pantoufles et qu'il vient de se faire injurier pendant 3 heures par 6000 supporters, C'est clair. qu'il a dû siffler un penalty à la 93e minute dans un endroit avec standard. Non, c'est certain. C'est certain. Bah, franchement, je vais y penser. Bah, à mon avis, Lardo, je vais essayer de le contacter. Je regarde un peu. Il Ouais, y a je toujours pose... moyen de la ligne. Ouais, il y a moyen de trouver le numéro de téléphone quelque part. Je demanderai un peu à gauche à droite. Ben, Les en gens tout... qui bossent. De quoi? Non, ouais, c'est bon. Vas-y. Non, mais je dis, j'essaierai de trouver son numéro un peu à gauche à droite parce que ça m'étonnerait que des gens comme ça soient sur les réseaux sociaux parce que si après un Bon, match il va dessus. en caché, sans doute. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. ça doit y être, c'est pas... ouais, c'est pas... Donc voilà, bah écoutez les gars, merci beaucoup du coup. Des bisous. Je vous laisse tranquille, il est quand même déjà 21h, merci d'avoir passé 2 heures. Et du coup, prochaine fois qu'on se voit, bah là on se boira un bon coup dans une buvette, une vraie buvette. À ce moment-là, Ça on se fera ça roule. comme ça. Au Mambourg. Au Mambourg, ouais. Bah, putain, c'était mon pote qui tenait le bar du Mambourg, il le laisse, enfin, il le remet. Je suis dégoûté. Ah bon, faut faire avec, hein. Ça finit les bières gratuites. Fini. Ah, fini. Allez, bonne Moi, soirée. dans le bar de presse, elles sont toujours gratuites. Ouais, et puis j'ai encore ma carte de presse de 2017, il regarde pas là-bas, donc je peux encore passer, je crois. Je peux encore passer. Allez, salut, hein, les gars. Merci Allez, encore. ciao. Ciao, ciao, ciao. Désolé.